charge de travail que finalement, bon, ils n'ont plus le temps de vivre. Et que ce que je trouvais intéressant dans ce que proposait Claude Adage, c'est que ça partait d'un livre qui s'appelle, vous devez connaître, Métamorphose du travail et quête du sens. C'était un livre génial de ce grand philosophe qui était on va dire un disciple de Sartre, qui s'appelle André Gorz, qui s'est suicidé il y a quelques années, un type admirable. Et donc dans ce gros bouquin, il parlait dans la ligne de Marx. Marx qui considère que le travail, c'est étymologiquement, travail, ça vient du latin tripalium, c'est la torture. Donc le travail, c'est une calamité. Hein. Quand on lit la Bible, ben oui, les hommes, ils ont été chassés du paradis, vous voyez, c'est l'histoire de... Bon. Et puis, donc, voilà, il a fallu qu'ils se mettent à bosser pour survivre. C'est la calamité. Et à l'époque, il y avait eu à un moment Martine Aubry, qui était pour les temps de vainqueurs. Alors bien sûr, le Dada, nous à l'époque, on était contre, résolument contre, parce qu'on qu'on savait que c'était une arnaque, et qu'il n'y avait aucune raison avec les améliorations technologiques de ne pas poursuivre cet abaissement de la durée du temps de travail, qui était passé quand même de 72 heures dans les années avant 1900, hein, qui était descendu au moment du Front Populaire. Mitterrand avait fait gratter 1 heure, passé je crois de 40 à 34, donc on savait que c'était complètement con d'accepter 35 heures, ça ne pas de contre, et on réclamait la semaine de 4 jours, c'est-à-dire en gros les 28-30 heures. L'idée c'était, travaillons tous, partageons le travail, pour avoir le temps de vivre, de lire, de ne pas être abrutis à regarder les matchs de foot, de nous occuper de nos vieux parents qui sont en train de mourir dans des EHPAD, de penser à avoir du temps pour vivre. On n'est pas né pour le travail. Donc il y avait un projet vraiment humaniste. Et ce projet humaniste que soulignait Claude Adage, il avait des implications aussi, hein, des implications politiques. Comme le disait Jaco, on s'était retrouvé au départ rue du colonel... Général Vincent. Général Vincent, voilà, général, c'est un général. Et alors, pour Claude, il y avait des trucs... Alors, il était hors de question d'accepter, il voulait de subventions. Il disait, si on accepte des subventions, on est mort. Parce qu'on va être tenu... Donc il avait des positions très radicales. Donc on cotisait, ceux qui avaient un boulot, on cotisait, et puis ceux qui n'avaient pas de boulot, bon, ben, il y avait... C'était l'époque où le sel, je ne sais pas si ça existe encore, hein, il y avait toute une ébullition, et moi j'ai vraiment fait un engagement que j'ai vraiment beaucoup aimé, et qui a fait que, même s'il avait très mauvais caractère, je suis resté toujours ami avec Claude Adage jusqu'au bout, puisqu'il m'avait demandé, et ça il m'avait demandé, voilà, il ne voulait pas mourir comme un vieux con, il m'avait dit, voilà, il avait chez lui de quoi partir au moment où il l'aurait choisi, il ne voulait pas se retrouver avec des trucs, bon. Et il m'avait dit, voilà, est-ce que tu... Parce qu'il était célibataire, il était seul, il n'y a pas d'enfant, rien. Et je lui avais dit, mais c'est un honneur que tu me demandes de passer ce dernier repas en écoutant Brel, Brassens, Ferré, et voilà. Ce qui faisait bien la cuisine aussi. Et donc, vous voyez, en venant ici, comme je te le disais un peu, Jaco, hein, on s'est connus nous aussi il y a longtemps, hein, il y a quelque chose qui pour moi est complètement lié, c'est-à-dire que ce soit l'investissement auprès des exclus, hein, des personnes qui sont migrants, des personnes qui... et puis avant, je pense à un bouquin d'un grand historien qui s'appelle Henri Guillemin, qui avait écrit un bouquin, c'était un robespierriste évidemment, comme tous les historiens qui... Et il avait écrit un bouquin qui s'appelait Silence aux pauvres. Et cette injonction qui quelque part motive aussi ces gens qui descendent aujourd'hui, qu'on appelle les gilets jaunes, hein, qui ont le... c'est pas l'impression, qui se rendent compte qu'on est dans une société où on justifie par tout un tas de discours, et que ce soit des partis, disons, qui se prétendent de gauche, ou des partis qui assument le fait d'être libéraux, hein, c'est-à-dire on va dire de droite, mais libéraux, ils sont tous ralliés à la cause
du capitalisme, hein, c'est-à-dire la recherche du plus grand profit pour quelques-uns. Et ça, c'est pas nouveau, ça, dans l'histoire, hein, quand La Fontaine, dans la fable du loup et l'agneau, il dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et les tentatives de l'histoire qu'il y a eu, hein, en France, il y a eu quand même 89, c'était pas mal, 1789, il y a eu 1830, il y a eu 1848, il y a eu mai 68, moi j'avais 20 ans, 68, je m'en souviens, il y a eu des mouvements ouvriers, Richard vous en parlera évidemment, puisque lui il était inspecteur du travail, il y a eu un moment où il y a eu des avancées, et puis il y a eu un moment où on va dire, à l'époque, après mai 68, ils ont un peu tremblé. Mai 68, c'était pas seulement en France. Et là, ça a été... Ils ont compris qu'il fallait... Donc, il y a eu la période Thatcher-Reagan, hein, avec le pape, là, Jean-Paul II, et ils n'ont eu de cesse que de casser tout l'idéal, tout ce qui était socialiste, tout ce qui était... ils ont cassé l'Union soviétique, qui était loin d'être parfaite. Hein. Moi, j'y ai vécu, je me suis marié, je connais l'Union soviétique. Et donc, j'étais pas du tout, c'était pas du tout un paradis, pas plus que la Chine de Mao l'était. Mais longtemps, il y a eu quand même cette conviction, hein, qu'il y avait un progrès, qu'on allait vers une plus grande, une meilleure répartition des richesses. Et il y a eu un moment, je me rappelle, où la CFDT elle-même, à l'époque d'Edmond Maire, on discutait dans les syndicats pour savoir quelle serait une échelle de salaire décente. Et je me rappelle que les discussions, c'était, voilà, dans l'entreprise, 1 à 4, il y en a qui disaient 1 à 7. Mais 1 à 7, ça restait encore décent, parce qu'aujourd'hui, on est passé, je sais pas, à 100, à 1000. Et moi, j'ai un de mes copains là, qui a pris sa retraite il était à Sanofi, ingénieur à Sanofi. Il me disait, quand il est rentré, il était délégué syndical. Quand il est rentré, l'échelle des salaires à l'intérieur de Sanofi, avec des gens qui étaient techniciens, c'était de 1 à 10. Quand il est sorti il y a 4 ans, 1 à 100. C'est-à-dire qu'il a bossé 27 ans. En 27 ans, et c'est là qu'on voit cet accroissement mais gigantesque des inégalités, hein, qui sont devenues tellement indécentes, et puis même les citoyens ne s'en rendent même pas compte, parce qu'ils sont tellement abrutis en voyant des mecs qui jouent au foot, qui gagnent Donc, quelque part, on finit par considérer que c'est normal, comme s'il y avait un talent et comme si des hommes valaient 1000 fois ou 300 fois plus que d'autres. Ça, c'est quelque chose qui est terrible. Et c'est quelque chose aussi qu'on trouve dans tout, on va dire, ce qui induit aussi l'émigration, l'émigration. Parce que quand on voit, prenons les exemples concrets, qu'un maillot qui est produit, le maillot par exemple des mecs qu'on achète là, de la France agricole, 120 €, il est vendu ici, 2 € aux gens qui le produisent. Il faut qu'on pense à ça. Il faut toujours penser à ça. Que quand on achète des oranges, écoute, on les paye des fois 1 € le kilo, des bananes. Le magasin qui les vend, il fait du fric, il a fallu transporter. Se dire, mais comment les hommes qui travaillent au Cameroun, comment sont-ils payés pour... Eux, ils sont payés mais quelques centimes le kilo. Donc on peut... Là aussi, c'est lié. Alors, l'émigration... Évidemment que ce n'est pas une solution. Pourquoi? Parce que la démographie, en Occident, il y a à peu près 1 milliard de personnes, hein, si on compte l'Europe, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Actuellement, il y a presque 7 milliards de personnes qui vivent, on va dire, dans des pays du Sud, qu'on appelait les pays en voie de développement, entièrement, tout ça. Et la démographie est telle, dans certains pays, que la population double tous les 20 ans. L'Algérie, au moment de l'indépendance, il y avait 10 millions de personnes, dont 1 million d'Européens qui sont pour la plupart repartis. Il y avait 9 millions de Français musulmans. Aujourd'hui, il y en a 42 millions. Ça veut dire qu'on est obligé de tenir compte de ça. Hein, si on n'a pas ces éléments en tête, on est dans la démagogie ou on est dans l'illusion. Et c'est pour ça que moi qui suis à l'ESIMAT depuis bien longtemps, j'essaie quand même de mesurer et d'entendre et de comprendre les difficultés, les réticences parfois qui s'opèrent en Europe, hein, par rapport aux politiques d'émigration. On ne peut pas, il me semble, hein, être complètement dire libre circulation. Dans l'idéal, évidemment, mais les gens qui viennent,
ils sont contraints et forcés. Les conditions politiques dans les pays, pour parler des pays qui étaient dans la zone franc CFA, hein, ce sont des pays qui ont acquis leur indépendance dans les années 60, mais qui sont totalement dépendants, totalement exploités. Hein. Nous, au Niger, Areva, l'uranium, il était donné à un coût dérisoire, ce qui fait d'ailleurs que ce coût dérisoire a fait que pendant des années, on nous disait que le prix du kilowatt-heure qu'on payait en tant que citoyen français, il était le moins cher de l'Europe, ce qui était vrai, parce que les mecs étaient tellement malhonnêtes qu'ils n'avaient pas, à l'époque les centrales elles étaient récentes, à l'époque on disait qu'elles allaient durer 30 ans, maintenant on est à 35 pour certaines centrales, les mecs disent on va les faire prolonger jusqu'à 50 ans, puis après, comme ça coûte très cher de les enfouir, on voit ce qui se passe à Bure, ils ont prévu, et ça il faudrait inviter aussi le mec à sortir du nucléaire, Didier Lator. Ah oui, il faut que tu lui dises, c'est un mec génial, il s'occupe ici il est engagé dans toutes les luttes, il faut qu'il vienne parce que lui, moi, ce qu'il exprime, c'est cette arnaque, hein, où à aucun moment n'a été pris en compte dans le coût du kilowattheure, à aucun moment n'a été pris en compte le démantèlement des centrales, qui est monstrueux. Les mecs avaient compté en France à un moment, c'était autour de 500 millions d'euros. Aujourd'hui, ils sont à 2-3 milliards. Et les Allemands, eux, il y en a qui avaient prévu de démanteler les centrales en 3-4 ans. Ils sont à 7-8 ans et ils ne sont toujours pas démantelés. Parce qu'on ne sait pas quoi foutre, où mettre les déchets. Donc, enfouir ou les balancer comme les soviétiques l'avaient fait à un moment dans la mer. Bien sûr, au bout de quelques années, les fûts vont fuir. Il y en a qui ont pensé à les envoyer dans l'espace. Mais des trucs complètement dingues. Donc, je crois que tout ça, ça paraît un peu fouillis, mais tout ça, c'est lié. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est une situation vraiment démentielle. La COP 21, on nous avait fait croire que Fabius qui avait tapé, ça y est, on est sorti d'affaire, tout va bien se passer. On se rend compte aujourd'hui, quand on voit les rapports du GIEC, que la température, elle a évolué en l'espace d'un siècle d'une façon beaucoup plus rapide que les 2000 ans, les 3000 ans. Hein, c'est-à-dire que les hommes Il y avait 1 milliard de personnes sur Terre en 1900. On est 7 milliards 500 millions aujourd'hui, avec une industrialisation et une utilisation des ressources qui sont des ressources périssables, hein, le pétrole, le charbon, le gaz, donc avec un rejet dans l'atmosphère. Et il y a des trucs dingues. Tout à l'heure, je passais, je voyais des gens, sur la comédie, partout, des espèces de trucs, quand il fait froid, qui chauffent à l'extérieur. C'est dingue. Mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire, sur la comédie, quand il fait froid, il y en a 40, 50 trucs comme ça. On chauffe l'air extérieur. On épuise le gaz. On prétend qu'on ne veut pas rejeter du CO2 dans l'atmosphère. Et là, je crois qu'il y a vraiment, quand on parlait de folie tout à l'heure, il y a vraiment une folie, la nôtre parfois, parce qu'on s'en rend même plus compte. Quand on fait des Black Friday, des trucs comme ça, on ne se rend même pas compte que c'est acheter des conneries dont on n'a absolument pas besoin, simplement parce qu'on se dit que c'est 2 fois moins cher. Ce qui n'a pas de sens. Il y a cette obsolescence des objets tout le temps. Quand on sort Hier, j'étais avec mon truc, là, et puis, il y a un gamin, un jeune migrant, il me dit « Oh là là, il est vieux, c'est un 3G, c'est ce qu'il me raconte. » Il me dit « Mais ça se fait plus, des trucs comme ça. » Je lui dis « Mais il marche bien, et puis il est 60. » Donc, même le gars qui était un jeune migrant, qui n'avait pas de fric, hein, je crois qu'il n'avait même pas l'aide de demandeur d'asile parce qu'il est débouté. Tu vois, j'en parle un peu. Et donc, lui, il a une connaissance de ça. Il sait qu'il y a un modèle qui est, je sais pas, le 6 ou le... Ça, c'est de l'aliénation. Et nous, donc, en tant que citoyens, le fait d'être ensemble, il faut qu'on...
et toujours qu'on fertilise notre pensée, parce que autrement, si on n'est pas en contre, on est complice. On est complice. Et c'est vrai qu'une pensée, elle est pas faite. Tout à l'heure, hein, toi, tu me disais, ouais, est-ce que par rapport au bonnet, les gilets jaunes, et c'est vrai qu'au début, je regardais ça, je me disais, ça. Et puis, ben, on évolue. Hein, on évolue, on se dit des gens qui sont en colère, qui vont discuter ensemble. Il y en a qui vont dire des conneries, puis il y en a d'autres qui vont dire non, t'as pas le droit de dire ça, le mec qui est arabe, qui est noir, ou que voilà. Dès que des personnes discutent ensemble, ont du temps, hein, ne passent pas à regarder leurs conneries à la télévision, tout. Bon, il y a du positif. Moi, je l'ai vécu en 68, on l'a vécu après, dans les grèves, dans les luttes, quand toi, tu as été un des premiers des initiateurs de la Maison Bleue. Oui. C'était un lieu, on dirait un squat, mais j'aime pas le squat, parce que le squat, ça fait un peu... C'était un lieu autogéré, hein, qui s'élève parce qu'il y a, dans la Constitution, il y a le droit au travail, le droit à la santé, le droit au logement, hein, il y a le DALO, tout ça. Et puis dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Hein. Il y a plein de droits comme ça qui existent. On nous dit, par exemple, qu'en France, on a aboli la peine de mort. Moi, quand j'étais enseignant, je disais à mes élèves, ben non, elle n'est pas abolie. Mitterrand, en 81, il n'est pas allé au salon du Bourget où on vend des armes. Puis là, après, il est allé tous les ans. Mais on ne l'a pas aboli. Si on vend des armes, on a une industrie, 400 000 personnes qui travaillent pour l'armement. Les armes qu'on vend, qu'elles soient vendues au Pakistan, à l'Inde, parce qu'on vend à tout le monde, à l'Arabie, aux Émirats, partout, ben, on sait très bien que, à moins d'être de mauvaise foi, que quelques années après, elles feront pas elles vont faire des centaines de milliers de morts. Des millions de personnes qui meurent, que ce soit à Beyrouth, aujourd'hui en Érythrée, au Yémen, et qui créent aussi en Syrie. Ben, c'est bien les armes que les grands pays, les pays occidentaux, la Russie aussi, Israël, leur fournissent. Alors c'est sûr que ça améliore notre balance commerciale, ça nous permet de vivre mieux, mais on ne peut pas oublier ça. Et donc la peine de mort, on ne l'a pas supprimée, au contraire. Bon, c'est sûr qu'un mec qui viole, tout ça, qui tue, bon, au lieu de lui couper la tête, mais la peine de mort, elle existe. Donc là aussi, je crois que c'est important de toujours essayer d'avoir un mauvais esprit et de ne pas accéder à tout ce qu'on nous débine et pour nous endormir. Ce qu'on appelle les communicants, j'ai envie. Hein, la communication, c'est ça, c'est simplement endormir les gens et les diviser aussi. Hein, et c'est pour ça que c'est important l'union. Alors ce que je vous dis là, c'est un préambule, et parce que je pense que Claude Adage, il aurait été content. Souvent, il m'engueulait, il me disait « Oui, toi, t'es un bourgeois, tu pars en vacances, gna. » Bon, et il avait raison. Lui, il a toujours galéré. Hein. Bon, très vite, je peux vous dire, quand même, c'est un mec... Il a été au début du journal Libération, quand Libération était un journal propre, où tous les mecs avaient le même salaire, le typographe. Et puis très vite, il y avait Julie, bon, c'était un mec intelligent, mais un arriviste. Donc très vite, il y a une échelle. Bon. Il y avait un courrier des lecteurs, il y avait des... Bon, il a quitté. Il a été avant, il a aidé le FLN, le Front de Libération Nationale algérien. Il a compris que la lutte des peuples pour se libérer était juste. Quand bien même on voit ce que est devenu le FLN en Algérie, c'est sûr que c'est pas glorieux, mais ça c'est... Enfin, il a toujours été dans des combats, il a été un des premiers en France aussi à comprendre que on pouvait utiliser les anciennes carrières d'où sont extraits les roches pour leur qualité isothermique. C'est-à-dire que dans une grotte, toute l'année, vous avez à peu près 14-15 degrés. Donc il s'est dit, oh, ça plutôt que de chauffer. Il avait pensé à ça, il l'a fait. Il s'est battu il a créé cette maison à Montpellier aussi, je vous dis, sur ses idées. Et je vous laisserai ici parce que c'est vraiment... j'ai là... l'acte fondateur, hein, de créer Comité pour la... Je vous le laisserai. Et puis, il y a un texte aussi que je vous laisserai.
Bon, c'est pareil, parce que moi je l'ai en tête, et puis vous, ça... Où Claude Adage exprime pourquoi, le 7 décembre 1994, il démissionne, et pourquoi. Alors c'est admirable, parce que, bon, très rapidement, il dit voilà, l'autoritarisme, le goût du pouvoir, et les techniques correspondantes, les coups de gueule, le ton péremptoire pour couper la parole à quiconque exprime un point de vue contraire sans lui laisser le temps de justifier sa position, des décisions portées à la hussarde, ces méthodes écœurent ceux qui en sont victimes et aboutissent soit à les éliminer, soit à en faire des figurants sans initiative et sans contrôle. Deuxièmement, la vanité, le désir de se faire valoir à travers l'association. Et il dit, pour une fois, je ne désigne personne nommément, mais je ne doute pas que le lecteur saura mettre des noms sur ses portraits. C'était un sacré bonhomme, tu vois. Et donc, voilà, je le laisse, c'est vraiment un mec. Il faudra le garder. Parce que c'est quelqu'un d'admirable. Un jour, sans le lui dire, et je vais terminer sur cette anecdote, j'avais écrit à Télérama, que je trouve un bon journal, et ils avaient fait un article, un grand homme obscur. J'avais écrit en disant, voilà, il y a ici à Montpellier un grand mec, un autodidacte, un mec qui est pauvre, il avait tous les torts. Il était pauvre, il était homosexuel, il y avait vraiment tout ce qu'on peut dire qui est bon. Et ce mec, j'avais dit, un grand homme obscur. Et l'article paraît dans Télérama. Alors, ils me connaissaient, ils me disent, il y a l'article qui est paru dans Télérama. Il y a un mec qui leur a envoyé un article sur moi. Alors je connaissant Claude, je sais qu'à la fois il était content parce que ce qui était dans l'article, ça de la gueule. Mais en même temps, il me dit, il n'était pas content du tout. Il était très mécontent, Claude Adage, parce qu'il se disait, mais on va penser que c'est moi qui ai demandé à quelqu'un de faire un article sur moi. Et donc, voilà, tout ça, c'est Claude Adage. Hein, c'est un personnage qui était, ouais, haut en couleur. Hein, haut en couleur. Il ressemblait à Socrate, un gros bonhomme avec un grand front. Georges Frêche, qui était le maire de Montpellier, j'étais une fois dans une conférence. Claude était dans la salle, une salle immense, c'était la salle Rabelais. Et quand Claude a pris la parole, parce que Frêche, très poliment, là, les gens s'en retournaient. Frêche, qui était comme un intellectuel, un prof de droit, tout ça. Et là, Frêche est capable de dire qu'il était capable d'envoyer chier les gens. Là, j'ai vu qu'il avait en face de lui un homme du peuple qui parlait carré. Là, c'était quelqu'un qui avait l'étoffe, je dirais, comme un type comme... aujourd'hui, il y en a quelques-uns, je pense à Richard Abosi. C'est des gens qui sont absolument intègres. Et quand tout à l'heure, on parlait de cette trahison parfois des gens qui ont un mandat, Claude Adage, qui était loin d'être parfait, hein, il avait un caractère mais vraiment chiant. Tu as connu pareil, mais c'était un homme d'une intégrité absolue, comme Richard Abosi l'est, avec des grandes compétences intellectuelles. Voilà. Donc alors là, moi je suis de la CIMAD depuis pas mal d'années. Je suis rarement à la CIMAD parce que bon, j'aime pas être assis dans un truc, donc je suis plutôt sur le terrain. Donc les gens me disent, mais t'es jamais... je suis un des plus anciens de la CIMAD. Mais bon, j'aime bien être sur le terrain, donc je suis aussi surtout dans le collectif migrant, où on va... Bon, voilà, on est sur place. Le travail qui est fait à la CIMAD est un travail admirable. Alors, tout à l'heure, Jaco me disait qu'est-ce que c'est que la CIMAD. Alors, la CIMAD est créée en octobre 1939. Alors, CIMAD, ça veut dire Comité Inter-Mouvement auprès des évacués. C'est ça. Tu vois? C'était pendant de l'évacuation. Au début, avant. Bien sûr. C'était, tu vois, quand il y a eu les républicains espagnols qui ont été d'abord virés, tout ça, tu vois, qui revenaient par la frontière, qui étaient dans les camps. J'étais dans les camps. Voilà, j'étais dans les camps. D'ailleurs, il y a un mémorial à Rivesaltes qui est intéressant. Le mémorial de Rivesaltes, qui a servi à tout. Il y a eu des harkis, il y a eu des juifs qui ont été là-dedans. Tous les gens qu'il fallait enfermer à un certain moment. Oui, oui, les prisonniers de guerre allemands aussi ont été enfermés là. Alors, une des personnes qui avait
une des femmes, c'est des femmes au départ qui avaient été à l'origine de la CIMAD, elle avait repris cette phrase que beaucoup connaissent. C'était un opposant allemand qui disait, dans les années où le nazisme montait, hein, donc pour le pouvoir les années 32, 34, 35, au début les persécutions elles se font pas directement sur les juifs, il y a eu un truc sur les handicapés, les mecs qui étaient francs-maçons, les socialistes, les mecs, bon, tac, 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 on ciblait. Et puis, bon, la phrase c'est, lorsqu'on est venu arrêter bon, les communistes, bon moi j'étais pas communiste, j'ai pas bougé. Quand on est venu arrêter les homosexuels, j'étais pas homosexuel, j'ai pas bougé. Quand on est venu arrêter les... Et puis quand on est venu m'arrêter moi, ben, il n'y avait plus personne pour me défendre parce que voilà. Et c'est ce qui s'est passé dans les années où, jusqu'en la nuit de cristal, dans les années entre 32 jusqu'en 37, où vraiment le pouvoir nazi, le pouvoir il est absolu. Hein, où là, il n'y a plus... Alors, il y a un petit bouquin qui est paru l'an dernier, qui est vraiment chouette, c'est L'Ordre du jour. Il est vraiment passionnant, je ne sais pas si certains l'ont lu. Non. De Vuillard. Éric Vuillard, salut de loup. Éric Vuillard, il a écrit ce petit bouquin qui... C'est un bouquin historique, hein, qui montre... Alors, ce qui est dingue, c'est que les personnes qui sont convoquées par Hitler et Göring en 1934, ce sont tous les barons de l'industrie allemande. Il y avait Opel, ça existe encore, la bagnole Opel. Il y avait le truc là qui... Bauer, qui ont racheté Monsanto. Hein, Monsanto, cette espèce de saloperie là, qui rend Les produits chimiques. comment s'appelle le produit là Alimentaire, Ah, non, Pour les herbes. Pour les herbes, là. Ouais. le glyphosate, voilà, tout ce truc-là. Donc, il les convoque, ils sont 12. Et c'est raconté en un petit chapitre. Ils viennent donc, il les fait cracher au bassinet pour préparer la campagne. Il leur demande à chacun de cracher et ils donnent tous entre 300 000 et 1 million de Deutschmark. Parce que c'est des sommes énormes. Donc ça montre que la bourgeoisie, qui avait quand même, comme toutes les bourgeoisies, choisi Hindenburg, soi-disant pour éviter Hitler à l'époque. Hein, Hindenburg, il est chancelier. Ça rappelle que chaque fois que des gens s'imaginent que la droite empêche l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, ils se plantent. Ils se plantent. La droite, elle fait... ceux qui s'intéressent à l'histoire, ben, lorsqu'il y a la révolution en 1917, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, ben, qui sont des gens admirables, hein, et ben, ces gens sont assassinés, et avec l'aval de gouvernements sociodémocrates. Hein, c'est terrible. Donc être de droite ou de gauche, ça a du sens quand même. C'est pas dire que les gens de gauche sont censés, mais ça a du sens. Parce que d'un côté, il y a ceux qui ont pris conscience des structures économiques, hein, des rapports de classe. Puis l'autre, il y a des gens qui sont braves et qui se disent oui, mais on ne fait pas de politique. Ben non, forcément qu'on en fait. On ne peut pas être neutre. On peut pas être neutre. On a un point de vue, on a des valeurs morales. C'est pas possible de penser qu'on puisse se dispenser d'être d'un côté, hein, quand des gens sont arrêtés. Alors pour revenir à la CIMAD, je vais penser, je répondrai à des questions, certains font, mais donc le but de la CIMAD, c'est d'accompagner des personnes qui sont d'une autre nation, qui parlent une autre langue, et qui se retrouvent totalement démunis. En France, il y a une constitution, et il y a, concernant les étrangers, ce qu'on appelle le CESEDA, c'est le code d'entrée et de séjour des étrangers en France. Et ce code de séjour, il est sans arrêt modifié. La France est un pays démocratique. Il y a une constitution, et la France a signé, comme les pays démocratiques, une convention européenne des droits de l'homme qui donne le droit d'asile aux personnes qui sont persécutées chez elles. Mais
c'est vrai que le droit d'asile, il s'entend comme une protection qui est accordée hein, à toute personne qui, si elle était renvoyée chez elle, risquait sa vie ou un emprisonnement. Ça, c'est l'asile. Hein, c'est le droit d'asile. Alors, c'est le droit d'asile. Et c'est vrai qu'actuellement, en France, il faut dire, il y a... je n'ai plus les chiffres exacts, mais il y a chaque année, quand même, des dizaines de milliers de personnes qui sont reçues, à qui on octroie cet asile, en première instance, à l'OFPRA, l'Office français de... Et puis ensuite, si ils sont déboutés, c'est-à-dire si on leur refuse cet asile, ils peuvent faire appel devant une commission nationale demandeurs d'asile. Actuellement, il y a à peu près, durant l'année dernière, 37% des demandes d'asile qui ont été acceptées, en comptant OFPRA et CNDA. À certains moments, il y a 10-15 ans, le pourcentage était plus grand. Il est vrai qu'il y avait moins de demandeurs d'asile, et puis, il faut affiner les chiffres. C'est-à-dire que quand les gens viennent de Syrie, d'Irak, ils obtiennent l'asile de façon presque automatique. Ils l'obtenaient. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent d'Afghanistan, et qui ne l'obtiennent pas. Alors qu'on sait qu'en Afghanistan, on ne peut pas vivre en Afghanistan. Hein, depuis des années, bon, il y a des personnes qui ne l'obtiennent pas. Et puis, au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui ont été très généreux. Je pense à l'Autriche, qui aujourd'hui a un chancelier particulièrement, je ne sais pas si on peut dire réactionnaire, ou... Oui, qui est sur des positions qui sont celles de Salvini, d'Orban. Hein. Voilà. Et donc, ces pays qui étaient très généreux, en particulier la Suède, qui a été le pays qui, par rapport à sa population, a accueilli le plus de personnes. Et ces pays, c'est vrai, aujourd'hui, ont posé des conditions beaucoup plus restrictives. La politique, les gouvernements sont obligés de tenir compte aussi des réactions de la population. C'est sûr qu'une population, lorsqu'il y a des crises économiques, des difficultés, se disent, bon bah oui, les salaires sont limités, on demande un logement social, et puis on est mis en concurrence avec des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc c'est sûr que dans les situations comme aujourd'hui, où l'Europe, elle subit, les citoyens, c'est pas les riches, hein, les citoyens subissent ce qu'on appelle des crises, pas des crises parce qu'il y a de plus en plus de fric, mais ils partent dans les paradis fiscaux. Donc ils ont le sentiment que les budgets de santé, l'école, tout ça, la justice, les salaires sont réduits, alors qu'ils voient que bon, la bourse, les paradis fiscaux, donc ils ont le sentiment d'être menacés dans leur vie, hein, dans leurs aspirations, la possibilité de partir en vacances, ce qui est légitime, et ils vivent comme une concurrence, ce qui est d'une certaine façon réel, l'arrivée de travailleurs étrangers. Puisque ces travailleurs étrangers, c'était le cas au moment où il a fallu reconstruire la France après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, on a fait appel à des centaines de milliers de travailleurs qui venaient d'Afrique, on disait tirailleurs sénégalais, même s'ils n'étaient pas du Sénégal. Et puis il y avait des Maghrébins, puis il y avait des personnes qui venaient de ce qu'on appelait l'Indochine. Il y en a des centaines de milliers. Et puis après, il a fallu des gens pour reconstruire, les pays qui avaient été détruits. Hein. Donc là, l'émigration, elle était sollicitée. On faisait venir des personnes, ils étaient bienvenus. Et puis, c'est sûr que les politiques qui ont été mises en place n'ont pas été des politiques d'accueil. C'était pratique. Hein. Alors, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, ça se passait, c'est vrai, relativement facilement, pour une raison, c'est qu'ils avaient la même culture. Des gens qui viennent d'un pays catholique, espagnol, catholique, italien, polonais, les mômes se retrouvaient au catéchisme, les mamans se retrouvaient à l'église. Donc, il y avait quelque chose qui, même s'il y avait des réticences, mais qui se passait quand même plus facilement.
la politique on va dire, d'accueil, elle a été vraiment catastrophique. Moi, je me rappelle j'étais en région parisienne quand j'étais môme, et puis quand j'ai commencé à enseigner, il y avait des bidonvilles en région parisienne. Des gens qui vivaient, les maghrébins, dans des conditions qui étaient vraiment ignobles. Hein, ignobles, des bidonvilles. Pas d'eau, rien. Ils allaient bosser, et à Simca, Panhard, Renault. Il y avait toute une main-d'œuvre qui était docile, parce que la plupart des gens, quand voilà, ils bossaient, donc il y avait une productivité qui était acquise à prix peu élevé pour le patronat, et qui a permis de reconstruire. Il y a eu toute la politique il fallait construire des HLM, il y avait des maisons, voilà, il y a eu toute une expansion dans les années 70, 60, 70, qu'on appelle, je ne sais plus, on donne un nom, là, les années, je ne sais plus comment il y a un nom. L'expansion, c'est des années des 30 glorieuses, les années de croissance. Hein, et là, il y a eu vraiment... le coup de frein, il a été donné au moment où Giscard avait un secrétaire d'État. Alors, souvent les travailleurs qui venaient, ils venaient souvent pour faire des économies, ils disaient bon, on va bosser 5 ans, 7 ans, puis hop, on va repartir au pays. Et puis il y a eu, Lionel Stollery il s'appelait, il y a eu une modification, pour des raisons, c'est complexe, mais il a favorisé, il a dit voilà, on va faire un rapprochement familial, on va permettre aux familles de venir. Hein, il y avait tout un tas de craintes là-dedans, bon, une fois que le mec, il y a sa femme, ses enfants qui viendront, ils seront peinards, ils vont pas reluquer nos nanas, tout ça. Bon, il y a eu tout un tas de raisons. Mais, du coup, il y a eu une concentration dans certains quartiers, des quartiers qui étaient des quartiers avant de mixité sociale. Moi, je travaillais en région parisienne quand j'étais jeune enseignant, j'étais institut à l'époque, et dans les mômes que j'avais à Vitry-sur-Seine, je me rappelle, j'avais des classes de 50 mômes, première en 67. Mais il y avait toujours 4-5 petits arabes, 3-4 mecs des pingouins, des portos. L'école, ça se passait. L'école était perçue, et ça c'est important parce que comme le moyen d'avoir un certificat d'études, de passer d'aller dans le CET, un collège d'enseignement technique, puis d'avoir du boulot. Donc l'école était, on savait que ça débouchait sur un boulot. Donc le monde qui bossait pas, les parents disaient, il faut qu'il bosse, hein. S'il ne veut pas bosser, boum, t'hésites pas, tu le tartines, tu nous le dis, tout ça. Et c'est vrai que c'était, il y avait et puis il y avait dans les immeubles qu'on appelait les Haussmanniens, il y avait tous les étages, il pouvait y avoir un médecin qui habitait au 2e, et puis dans les cercles de Beaune, il y avait voilà, il y avait donc, faut pas enjoliver, mais il y avait une rencontre, vraiment. Hein, les mômes, le fils du médecin, il pouvait être assis à côté du petit arabe, du petit français dont le père travaillait à Boulogne-Billancourt, chez Renault. Et puis au fil des années, tout ça, ça a un peu disparu parce que il y a eu une politique d'habitat, je parle pour Paris et les autres des grandes villes, on a démoli les vieux et on a relogé les gens dans des banlieues. Et dans ces banlieues se sont retrouvés des gens un peu modestes qui étaient contents parce que on se retrouvait avec une salle de bain qu'on n'avait pas, avec des toilettes dans la maison au lieu de les avoir dans la cour, avec le gaz. Et les hommes politiques, finalement, qui quand même, il y avait des sociologues qui, au lieu de prévoir, ils ont vraiment fait à l'économie en se disant dans 20 ans ce qui se passera, on s'en fout, c'est comme ça que font les politiques, on est élus, là, on veut avoir des... Et donc il y a eu des constitutions de zones ghetto. La paillade, moi je ne l'ai pas connue il y a 50 ans, je suis arrivé ici en 92, mais je sais que il y avait une volonté quand même, et il y avait une réalité de mixité, il y avait comme on dit maintenant, des Français de souche, il y avait des... Voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, c'est devenu des espaces de ghetto, avec tout ce que ça implique. Des mômes qui sont issus de familles qui ne maîtrisent pas le code culturel, la langue. Donc on se retrouve avec des écoles qui sont plus des écoles de la République, où il y a par exemple 95% de mômes qui ont des familles qui ont un autre code culturel. Donc cette assimilation, cette mixité, elle ne se fait plus. Elle ne se fait plus. Et donc,
c'est plus une école de la République. Moi, le critère que j'avais, je disais, il est clair. Si un enseignant, il met pas son enfant dans l'école dans laquelle il travaille, il ne faut pas nous raconter d'histoire, c'est plus une école de la République. Et j'ai bossé, moi, là, si à fond. À Cité Gélie, après, je me suis occupé des mômes qui étaient à la rue. À Cité Gélie, des petits gitans. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé de dire à des familles, les rares familles, je leur disais, mais il faut barrer là, il faut partir. C'est moi qui leur disais de partir. Retirez votre môme. Il y avait que des mômes gitans. Je connais là. Hein, c'était pas possible pour des familles. Le petit garçon et la petite fille, ils étaient emmerdés, toi t'es pas. Bon, voilà. Même le petit arabe, il était emmerdé. Donc, c'est plus possible. Hein, donc, ça mérite d'être pensé. Hein, ces politiques d'urbanisme, elles n'ont pas été pensées. Et n'ont pas été pensées, on aboutit aujourd'hui à ces zones ghettoisées qui renforcent le caractère identitaire, hein, le repli sur le religieux, sur tout un tas toute forme de repli qui grave. Hein. Moi, je voyais les gitans, c'est le truc, c'est l'évangélisme, des formes d'islamisme aussi exacerbées. Identitaire avec le rejet des attitudes qui les rendent schizophrènes. Des personnes qui sont venues en France, c'est pas un hasard, parce que malgré tout, c'est quand même un pays d'accueil des droits de l'homme, et puis qui en arrivent à haïr ce qu'on a vu avec les attentats, ce qui est quand même insensé. Les jeunes qui sont allés à l'école, qui étaient à la crèche avec leurs autres, et puis qui considèrent que l'autre copain, il devient un sous-homme, parce que c'est ça. Vous voyez, la différence entre la xénophobie, qui n'est pas quelque chose de forcément bien, mais qu'on peut accepter, on peut comprendre que des gens disent, voilà, ben moi, nous, on aime bien, entre nous, on parle la même langue, on fait griller les saucisses, tout ça, bon, ok. Et puis le racisme, c'est différent. Le racisme, c'est vraiment considérer que l'autre, pour les Allemands, le juif, c'était un sous-homme. Donc si on tue un sous-homme, c'est comme si on écrasait un rat. Donc il y a ce qui s'est fait, et c'est pas une histoire de race, ce qui s'est fait en Afrique, au Rwanda, lorsque les Hutus ont exterminé en quelques mois 800 000 Tutsis, c'est aussi une forme de racisme exacerbé, de folie. Et personne ce qui s'est passé en Europe, lors de l'éclatement de la Yougoslavie, entre des communautés qui étaient des communautés qui vivaient ensemble. En Yougoslavie, il y avait des musulmans, en Bosnie, des orthodoxes, il y avait toutes sortes de gens. Ils vivaient vraiment en bonne harmonie. Et du jour au lendemain, ça a été une guerre, vous vous rappelez, entre les Serbes, les Croates, c'est terrible. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas omettre, ne pas voir, ne pas se prémunir contre ça. Alors, est-ce qu'il y a des exemples? Il y a des exemples de pays qui, dans leur constitution, et je pense au Japon, le Japon qui est voisin de la Corée, qui s'est très mal comporté avec la Corée pendant la guerre, mais le Japon, il a une constitution qui fait que même un Japonais qui est marié avec une femme, par exemple coréenne, elle ne devient pas japonaise. Eux, ils ont une constitution, ils disent, voilà, nous, je ne connais pas leur taux de criminalité, parce qu'il faudrait voir. Ils disent, nous, on a beaucoup moins de criminalité que les autres pays. Parce qu'on est un peuple, une culture, une identité. Et dans leur constitution, c'est comme ça. Donc, démocratiquement, bon, ça peut sembler, ça peut nous sembler particulier, mais il semble que c'est un choix. Il faudrait voir si véritablement, si la criminalité est moindre. Bon. En Europe, il y a des gens comme Orban en Hongrie qui disent, voilà, on est un pays, c'est ce que disait Giscard à l'époque, de tradition chrétienne. Certains, ce qui en même temps est vrai. Les cathédrales, on ne peut pas le nier. Hein. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus penser que les personnes qui expriment sont forcément des gens à tuer, des xénophobes, des racistes, voilà. Hein, je pense qu'il faut tenter toujours de penser les choses. Moi, je sais qu'il y a un auteur qui s'appelle Houellebecq,
Et moi, quand je lis, j'aime bien Houellebecq, j'aime bien la littérature, alors je le lis, et quand je le lisais, il y avait les cochons de la Cibade qui me disaient « Quoi, t'es à la Cibade et tu lis Houellebecq ?» J'avais lu Soumission. Hein, bon, ça paraît... Je crois qu'on on est quand même dans un pays, heureusement, le pays de Voltaire. Voltaire qui disait « Je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de les exprimer. » Je crois que c'est ça la démocratie, c'est aussi quand même cette possibilité de dialoguer, de convaincre parfois, ou d'évoluer soi-même. Donc là, je vous laisserai aussi un truc qui était bien, je trouvais Lacroix, il y a quelques semaines, a fait un gros numéro sur intelligent, sur penser l'immigration, qui n'avait pas béni oui, voilà, entendre et apprendre à réfléchir là-dessus. Bon, puis il avait pris un truc du monde. Il y a 570, je vous laisse aussi, 570 bidonvilles que la France ne veut pas voir. Ce qui est quand même dingue. Il y a quand même à Montpellier. Je pense que Figueroa, tout ça, alors à Montpellier, il y a actuellement 4 grands squats. Il y a l'Utopia, il y a 246 personnes, j'y étais ce matin. Il y a Boulevard Carnot, il y a le squat EDF, il y a à peu près 50 personnes. Oui, parce qu'il y en a où il n'y a que des migrants. Alors il y a le château. Le château de Vieux-Sang, voilà. où il y a 75 migrants, une douche, une toilette. Il y avait la Providence qui était. Et puis il y a des petits lieux qui sont des CBD. Mais je rajoute là-dessus les camps de Rome. Alors, qui sont quand ça, même il y a 7 ans. Ça, Il y a 7. Moi j'étais pendant 5 ans au. Alors ça rejoint en même temps à créer, ça me fait plaisir, parce que j'étais pendant 5 ans au collectif Rome de Montpellier. Avec la télé 40 qui s'en occupait à un moment. Alors, il y avait des copains, il y a Michel, il y avait Génicieux qui est de MRAP, il y avait Michel, et puis il y avait 2 personnes effectivement de la télé 40. Je me rappelle bien. Denise, ouais, on bossait ensemble avec les mecs de... Bon, on était un collectif. Alors, et ça rejoint en fait le lieu, là, vous êtes à créer. Moi, j'étais là-dedans, bien sûr, bénévole, là-dedans, comme tous les copains. Mais, comme ce que je dis à Cibade, je leur dis aussi, le bénévolat, je trouve que c'est pas mal, mais on ne peut pas faire qu'une société fonctionne sur du bénévolat. Parce que si on pérennise des restaurants du cœur et trucs comme ça, on ferait de l'assistanat. On dit aux gens, bah, c'est pour ça que même l'idée d'amont, moi j'étais... On va te donner un peu une sorte de RSA amélioré, et puis tu fermes ta gueule. C'est-à-dire que on te donne une indemnité de survie. Et tu t'écrases. C'est contraire à l'idée du partage du travail, de réduire le temps de travail parce qu'on n'a plus besoin mais que tous aient cette possibilité d'avoir accès à un travail, une formation, qui paraît décent. Hein, plutôt que d'avoir aujourd'hui 7 millions de personnes. Hein. Si, Richard me dit, si on compte les gens des départements d'outre-mer qui ne sont pas pris en compte, si on compte le temps partiel qui est imposé en général à des femmes dans les magasins, 24 heures, et bon, il y a 7 millions de personnes qui sont exclues, plus les gens qui ont file du fric parfois, comme mon copain de Sanofi, pour qu'ils partent à 57 ans. Là, c'était des grandes boîtes, il a touché pour une somme, il était content. Hein. Il n'y a pas de mot, mais il était content. Mais c'est des politiques qui sont des politiques qui font que il y a une exclusion du travail, hein, des possibilités du travail, et donc voilà. Et on le voit dans tous les domaines. Hein, actuellement, parmi les jeunes qui ont même des qualifications, des masters ou même des doctorats, moi je vois, il y a énormément de jeunes qui n'ont pas d'emploi à la sortie. Et les perspectives sont terribles, parce que comme avec l'informatique, tous les trucs, bientôt ils mettront des cours de fac enregistrés par un grand prof à la Sorbonne, et puis plutôt que d'avoir des profs, des maîtres de conf, bah, ils foutront des écrans. C'est ce qu'ils ont commencé à faire dans certains pays. C'est un temps de mépris. Ils peuvent arriver aujourd'hui à foutre des robots. Au Japon, ils ont commencé pour les personnes âgées, ils ont commencé à mettre des espèces de petits trucs là, qui rappellent, ah ben c'est l'heure de prendre ton médicament, plutôt que d'avoir des personnes avec un lien humain. Donc, le bénévolat, moi je me suis battu, et je suis assez fier avec
ni l'ami de la CIMAD de Nice pendant ces années pour que sur ces 7 camps, il y ait des salariés. Parce qu'il y a des jeunes qui ont des compétences, ils ont fait l'IRTS, ils sont éducateurs, ils sont assistants sociaux, tout ce qu'on veut. Et plutôt que ces jeunes se retrouvent à faire du bénévolat ou du français langue étrangère, on est 27 à CIMAD à faire du langue étrangère. En général, des retraités. Mais ça veut dire que pendant ce temps-là, des jeunes ils n'ont pas de boulot parce qu'ils viennent faire du bénévolat, ils peuvent pas avoir de boulot parce que c'est fait. Et quand on le dit, même quand je dis à CIMAD, on me dit ouais, pourquoi t'es pas bon? Je leur dis non, mais c'est pas normal. Un retraité, bon, il peut venir apporter son expérience, venir un peu, mais c'est pas parce que le retraité il s'emmerde parce qu'il bosse plus qu'il va s'investir et prendre sans penser qu'il y a des jeunes qui eux sont en pleine forme et puis qu'on peut accompagner. Et donc on a réussi quand même. Ça a été difficile à faire créer, et ça vraiment je me suis battu dès le début. On a créé 8 emplois salariés sur Montpellier pour accompagner les Roms. Il y avait 7 camps quand j'étais. Et on a 2 emplois 27 heures et un emploi de 13 heures à la CIMAD. Et il y a une association qui s'appelle AREA, que vous pourriez un jour faire venir, aussi c'est pas mal, qui eux bossent avec Médecins du Monde dans la mission Bidonville. Hein, tu vois, la mission Bidonville. Ouais, j'ai connu ça, moi, sur Paris, tu vois. Bah oui, J'ai connu ça sur Paris, moi, quand je travaillais sur Paris, il y avait Médecins du Monde Paris. voilà. Et là, ici, il y a une bonne équipe à Médecins du Monde. Oui, je connais Madis, tu dois connaître Madi Mercier, Voilà. Philippe Vandenbusch, Oui, il y a le grand Toubib, là, tu sais, le très grand. Alors, comment il Daniel? Non, je m'en rappelle s'appelle? plus. Oh, il y a attends. Le grand Toubib. Ouais, c'est Des mecs vraiment. il a Difficile à joindre. deux prénoms. Il travaille plus ici maintenant. Henri Michel. Michel, voilà, oui, le Un truc grand. comme ça, le docteur Ouais. Henri Michel. Et Parce puis il y a qu'avant, Stéphane. il y avait Hervé Arène qui a travaillé avec moi, le professeur Hervé Arène et le professeur Jean-Michel Grinjon qui était délégué à D'accord. Montpellier, quoi. Je sais qu'ils font un super boulot à MDM, hein, parce qu'il y a tout un tas de gens qui ont une difficulté d'accès à la carte AME, à la CMU, tout ça. Donc c'est vrai heureusement qu'ils sont là. Hein. Ah, je travaillais avec eux sur tout ce qui était prostitution. C'est moi qui ai D'accord. formé toutes les équipes en milieu prostitutionnel. D'accord. En France, quoi. Je faisais Montpellier, Paris, D'accord. Lyon aussi, j'ai formé les Donc équipes tu as à travaillé Lyon. avec Perle, moi j'étais un moment à Perle. J'étais l'un des fondateurs de Perle. Voilà. C'est moi qui ai repris Perle. D'accord, ben moi à un moment j'avais donné un coup de main à C'est Perle. moi qui ai fait dissoudre Perle, parce qu'il y avait les tournements de fonds. Je Et après, sais. j'ai fondé la PGB 34, D'accord, avec l'autorisation du préfet. d'accord. Ah bah c'est... Oui, j'avais... Ça remonte à Oui, 27 ans, quand j'ai Ouais. fondé la PGB Oui. au réalisation. Moi j'étais rentré à Perle aussi avec... donner un Il y avait un docteur qui donnait du Subutex et tout. Moi, je m'étais Oui. déplacé à Montpellier. Et il y avait un petit bus aux arceaux aussi. Oui, le soir. on ne l'a pas retrouvé, ce camping-car, parce que moi, j'étais avec la DAS quand on a saisi tout le matériel avec la DAS. On n'a jamais retrouvé ce camping-car. Si un jour j'ai retrouvé le moteur du camping-car dans un garage. Et puis, ton ami, Marco, vous aviez ouvert une salle de shoot aussi, rue de la Méditerranée. Ah, c'était comment il s'appelait? C'était bah, là-bas. ouais. C'était avant Marco, c'est bien. Oh, comment il s'appelait? C'était. C'était avec Estelle. Estelle, ouais. Dole, Oh, je c'était me rappelle, avec Estelle. la Sud aussi. Au Sud. Ouais. Voilà. Ouais, Ouais, non. C'est-à-dire, c'est pas d'aujourd'hui, hein? Ah oui, non, mais c'est... En fait, tout ça, c'est quand même très lié. Hein. Alors, donc, pour revenir peut-être à la CIMAD, je vous ai parlé un peu d'historique, je vous ai parlé du code d'entrée. Alors, c'est vrai que souvent, les gens s'imaginent qu'un enfant, par exemple, qui naît en France, il est français. C'est faux, hein, un enfant qui naît en France, c'est aux États-Unis, oui, un enfant qui naît sur le territoire américain, pour l'instant, il est citoyen américain. Alors par contre, c'est vrai que si les parents sont rentrés de façon irrégulière, il n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de... Tu vois, actuellement, ils voulaient le virer. Mais normalement, si tu nais sur le territoire américain, par exemple tu es en vacances, vous êtes en vacances aux États-Unis, le môme il est sur le territoire américain, il est constitutionnellement aussi citoyen, bon français, c'est pas un français, mais citoyen aussi des États-Unis.
Donc en France, voilà, ça c'est, il n'y a pas de droit du sol. Il y a un droit, on va dire, du sang, c'est-à-dire qu'on est français par filiation, c'est-à-dire si le papa est français, si la maman est française, on est français. On est français aussi parce qu'on peut demander, au bout de quelques années, une carte de séjour. Hein, on peut demander la naturalisation. Il y a aussi quelque chose, quand quelqu'un est né sur le territoire français, étranger, et que son enfant est né sur le territoire français, ça beaucoup de gens l'ignorent. Moi un jour ça m'est arrivé, j'avais un... La deuxième génération, l'enfant, tu vois, le père, par exemple le père, le fils, hop, s'il reste en France, s'il n'a pas quitté le territoire français, on peut demander, mais il faut qu'il le sache, les gens ne le savent pas parfois, il est de plein droit français. Et ça, c'est un truc à savoir, parce que ça arrive parfois des familles, tu vois, par exemple, Maghreb, hop, le père, il est né, les parents sont algériens, le père, il est né en France, il reste algérien, il a un enfant qui est né en France, et là, l'enfant, il peut demander... La nationalité. Voilà. Et ça, c'est bon. Alors, je vais parler un peu des critères de droit de l'asile. C'est vrai qu'aujourd'hui, parmi les personnes qui viennent en Europe, hein, poussées par la pauvreté, les guerres, hein, que ce soit même Côte d'Ivoire, ils ne sont pas reconnus forcément, ces personnes ont du mal à être reconnues comme ayant droit à l'asile. Parce qu'elles viennent de pays qui bien souvent sont alliés avec la France. Hein. Par exemple, beaucoup de gens viennent de Guinée actuellement. Mais comme Alpha Condé, quand Macron ou Sarkozy, ils allaient là-bas, ou la Côte d'Ivoire, c'est des pays qui sont alliés avec la France, pour tout un tas de raisons économiques. Hein. Quand les chefs d'État se déplacent, il y a 50 entrepreneurs qui sont là. Il y a les Bolloré, tout ça, ils sont tous là, Vinci, tout. Et donc, ces pays sont considérés comme des pays sûrs, des pays démocratiques, même s'ils ne le sont pas. Tout le monde sait que Sassou Nguesso ou Bongo, ce sont des bandits, mais des bandits qui sont reçus à l'Élysée, qui le 11 novembre, ils sont là, aux côtés des bons, ils sont tous là, les Poutine, les Erdogan, ils sont tous là. Bon. Mais, donc, les personnes qui demandent l'asile venant de ces pays-là ont beaucoup de mal à l'obtenir. Actuellement, moi, je m'arrive à faire des récits de vie, c'est vrai que quand quelqu'un vient, la chance, c'est quand on tombe sur quelqu'un, par exemple, qui est homosexuel, là, il y a quand même une ouverture. Le problème, c'est que il y a de tels préjugés, de telles persécutions dans les pays, par exemple, du Maghreb ou d'Afrique à l'égard des homosexuels, que la personne, souvent, elle n'ose pas l'assumer. Elle a peur parce qu'elle a souffert, elle a été persécutée là-bas, donc elle ne peut pas le dire. Il y a le refuge ici, pour les jeunes, qui est chouette, ils font... Je suis partenaire du refuge. Tu vois, moi j'ai accompagné deux mecs qui étaient assez jeunes. Bon, et là, ils ont été vraiment bien pris en charge. Ah, et puis aussi les femmes qui sont... Il y a l'enclos Saint-Vincent, des femmes qui sont des jeunes mamans, qui sont des femmes qui ont 14-15 ans, qui ont des mots, ou françaises, ou des femmes qui ont été victimes parfois de prostitution, des femmes de violence, beaucoup, et sont accueillies à l'enclos Saint-Vincent, qui est un truc... Mais c'est le 39-19 qui s'occupe de ça. Ouais. L'enclos, c'est au bout de la route de Mende, là, tout en bout, là. Parce que l'autre fois, j'ai envoyé quelqu'un, tu sais, par le planning familial, une femme battue. Ouais. Ouais. Ça par le 39-19. Mais là, il faut qu'elle soit mineure, hein, à l'enclos Saint-Vincent. Oui, mais après, ils les envoient et les dispatchent dans d'autres structures, donc sur Béziers, tout ça. Voilà, il y a des... Ouais. Alors, vous avez peut-être certainement entendu parler de ce qu'on appelle Dublin. L'espace de Schengen, Dublin. Alors, rapidement, Dublin, pourquoi nous, dans le collectif, on se bat depuis 2 ans auprès des personnes migrantes qui... ce qu'on appelle sont dublinables. Les accords de Dublin, c'est des accords qui stipulaient que les pays qui sont dans l'Union européenne doivent
il y a un fichier Eurodac, qui est très au point. Ils doivent poser leur demande d'asile, ils relèvent du pays dans lequel ils ont mis les pieds. C'est par exemple, à un moment, ils arrivaient par l'Italie. Donc l'Italie, ils se prenaient tous les demandeurs d'asile. On voit le résultat aujourd'hui, Salvini au pouvoir. Hein. C'est-à-dire que et les autres pays européens n'ont pas eu cette intelligence, cette honnêteté de répartir, de dire voilà, bon, bah, il y a un afflux, on se répartit les personnes. Hein. L'Allemagne a longtemps été citée en exemple. Moi, ça me faisait un peu sourire parce que quand on voit la démographie de l'Allemagne, on s'aperçoit que c'est une population qui vieillit. Hein. En France, la population elle augmente tout doucement, grâce un peu à l'immigration, mais elle augmente. Chaque femme a à peu près 2 mômes. Donc, ce qui veut dire que la population, voilà, avant c'était 2,1, alors que les autres pays, l'Italie, l'Allemagne, il n'y a pas par exemple d'école maternelle, il y a tout un truc, donc c'est beaucoup plus dur d'avoir des mômes. Donc les gens, ils ont les femmes, chaque femme a 1,4 mômes. Donc ce qui fait qu'il y a plus de décès que de naissances chaque année. Donc la population, comme on le sait, vieillit et diminue. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire les boulots, la rue, tout ça, ben, on a besoin de migrants, ils ont besoin de migrants, donc ils vont fait venir. Donc c'est à leur honneur, mais en même temps, c'est pas désintéressé, c'est pas parce qu'ils sont gentils. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont plus gentils. Il faut voir le boulot qu'ils ont en Angleterre. Hein. Voilà. Ils sont payés avec des fronts, voilà. Quand même. Hein. En Angleterre, il y a une grande... Regardez, mais c'est parce que les mecs ont... Et d'ailleurs, il y a quelques années en France, je me rappelle à Paris, il y avait des patrons qui s'étaient battus à l'époque de la rue, un peu la rue du Dragon, là. À l'époque où il y avait l'abbé Pierre, il y avait tout un tas de gens, moi j'étais un petit peu dans le coup. Et le patronat s'était battu devant les mecs qui avaient des restaurants, parce qu'à Paris, ils ne trouvaient pas de mecs pour faire la plonge, pour faire des travaux difficiles. Donc eux, ils disaient, oui, nous on veut que vous régulariziez nos employés. Et actuellement, c'est ce qu'ils demandent à l'État pour voilà. Les restaurants. Et voilà pour les restaurants. Mais bon, on n'est pas arrivé encore. Voilà, ils demandent... Donc voilà, c'est... Alors, bon, on sait aussi que les travailleurs qu'on appelle transplantés, il y a eu quelques années, on parlait du plombier de Bockenstein. Il y a eu une utilisation qui a été faite de cette possibilité que des entreprises étrangères travaillent dans des pays de l'Union européenne. J'ai eu l'exemple ici, c'était avenue de Morin. Il y avait... c'était des Polonais qui bossaient, ils restaient 6 mois. Ils étaient dans un appart de 3-4 pièces, les mecs bossaient. Ils proposaient, c'est sûr, des prestations qui étaient... Ils tombaient les prix, hein, même si en fait le salaire normalement qui doit être appliqué, c'est le salaire minimum, le salaire de base. Mais ils bossaient, évidemment, ils ne faisaient pas des 39 heures, ils bossaient 40, 50, 55 bon. Et donc c'est sûr que ça aussi, ça a créé légitimement des craintes et des ressentiments. Hein, parce que bon... quand le patronat fait venir des personnes, et c'est ce qui se passe en Italie, il y a 400 000 personnes en Italie. Il y en a beaucoup en Espagne aussi qui travaillent dans l'agriculture dans des conditions mais innommables. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas de protection, ils balancent des produits toxiques, les mecs sont... Donc, ce que les mecs... La santé de ces personnes dans 10 ans... et bien sûr, ça permet d'abaisser les coûts. C'est toujours, je crois qu'il faut voir, je pense que si on avait une ligne de démarcation à dire qu'est-ce que c'est qu'être de gauche et de droite, en gros, on pourrait dire grossièrement qu'être de gauche, c'est penser que l'homme, c'est ce qui compte. Plus que le profit. Être de gauche, quelque part, c'est être humaniste, c'est de se dire, mais les hommes, ils n'ont qu'une vie, elles ne durent pas très longtemps, on ne va pas leur rajouter des guerres, d'exploitation là-dedans. Je pense que pour moi, être à CIMAD ou faire partie, lorsque j'étais à Créer, ou ici, ça procède que de ça en fait. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est pas possible. Il y en a les mecs qui ont fait la guerre de 14, on les a envoyés mais faire des...
perdre leur jeunesse, pas voir leur monde grandir, revenir avec des bras en moins, des trucs comme ça, c'est ignoble. Quand on est de gauche, on ne peut être que pacifiste. On sait que voilà, on a envie de chanter Les Déserteurs de Boris Vian. Et c'est pas possible. Si on aime la vie, c'est pas possible de cautionner des politiques qui sont des politiques d'armement. Et alors c'est vrai que en même temps c'est toujours difficile parce que bon, même lorsqu'on travaille par exemple dans une ville, il y a quelques semaines, il y avait une ville où il y a une centrale nucléaire sur le Rhône, pas loin de Montélimar, Valence, Montélimar. Et dans cette ville, dans toutes les villes du coin, il y a tout. C'est des petites villes, tous les gens bossent là. Il y a une petite ville, il y a une piscine, il y a une médiathèque, il y a tout. C'est comme lorsqu'on va là où il y a à La Hague, il y a tout. Donc c'est vrai que des travailleurs se battent. C'est comme les mecs qui sont l'armement, ils disent bah nous on a du boulot. Même si on est à la CGT, on est parfois dans des contradictions. Hein, comme nous quand on achète des trucs pas chers du tout. Hein, et puis on sait on sait pas que c'est produit par, même si c'est marqué Made in France, c'est produit par des mômes. Actuellement, le dernier pays, c'est l'Éthiopie. Ouais, parce que comme les salaires ont été relevés dans les pays d'Asie du Sud-Est, il n'y a aucune législation sociale en Éthiopie, donc c'est un pays en plein boom. 7% par an de croissance du produit intérieur brut. Mais dans quelles conditions de travail? Les mecs travaillent 6 jours par semaine, 11 ou 12 heures, des salaires de 100 euros, 120 euros, pour des vêtements qu'on achète, des trucs qui dans des... Les couturiers sont là. Oui. Les Chinois, c'est des Chinois aussi. Alors, oui, mais les entrepreneurs européens, la Chine, comme les tarifs ont augmenté quand même, les tarifs horaires. Hein. Donc, avant il y avait Taïwan, il y avait la Chine, il y avait tout un tas de bleds. Là, et maintenant, ils commencent à aller là où il n'y a pas de législation sociale. C'est la logique. C'est toujours... Et d'ailleurs, quand on pense à l'Europe, parce que c'est pareil, on dit, ah ouais, mais vous êtes contre l'Europe, on disait ça à l'époque de Maastricht, mais c'est pas vrai. Les gens qui étaient comme Richard, Abosi, moi c'est... Bon, on n'était pas contre le fait, on était contre tout ce qui est nationaliste, évidemment, mais on se disait, mais il y a une législation sociale en Suède, en France, en Allemagne, il y a des pays, en Hollande à l'époque, qui avaient une législation sociale qui était quand même avancée. Donc, on savait très bien que si on avait fait rentrer des pays comme le Portugal, l'Espagne, qui eux avaient des salaires, ça allait faire un vase communicant. Et on disait, mais oui, mais il faut que la législation sociale, vous y avez pensé pour les diplômes, vous y avez pensé, il faut donc que cette législation sociale, elle soit harmonisée, alignée, non pas sur le plus bas. Et c'était possible. La preuve que c'est possible, c'est que les profits du capital ont augmenté considérablement dans ces 30 dernières années, la répartition entre le prix du travail. Donc c'était possible. Voilà. Bon. Donc, moi, si vous avez... Voilà, je l'ai fait un peu à l'Eus. En fait, j'avais rien... J'ai pas vraiment préparé parce que je pense que... Mais c'est déjà bien. Oui, non mais c'est... Vous avez présenté la CIMAD, c'est déjà Oui, j'ai présenté la CIMAD. Et c'est vrai que quand vous rencontrez par exemple des personnes, vous les envoyez à la CIMAD parce qu'il y a un groupe, d'ailleurs sur les petits papiers que je vous laisserai, T'as des avocats, parce que des fois, tu sais, on n'a pas de... il y a des juristes. Ouais, je savais que... Il y a un groupe qui s'appelle le CICAD, qui fonctionne dans les locaux. Ils sont très forts. Hein, Laurent Fortet, tout ça, ils sont vraiment très forts. Et puis, il y a, selon les jours, il y a un jour où c'est l'accueil juridique, il y a l'accueil des migrants, il y a un groupe aussi qui fonctionne pour les personnes, les mariages mixtes. On l'appelle les amoureux au banc. Tu vois, parce que la législation fait que quelqu'un qui se marie avec un mec, parfois quand il y a un divorce aussi. Ça doit être là. Tu vois, donc il faut vraiment... Ça doit être là, vraiment vite. Donc là, ça permet d'envoyer, parce qu'en fait, il faut fonctionner en réseau. Tu me dis médecin du monde, moi je sais que
quand on me demande ce matin encore, il y a des mecs qui étaient au CRA, au centre de rétention de Nîmes, je dis, Ah, bah, souvent, Tout de c'est suite, les plaintes, c'est en voilà. permanence, c'est en perpétuité. voilà, donc en fait c'est efficace de tout, je pense que tous les lieux comme celui-là, on doit fonctionner le plus possible en réseau, de façon à ce que ça soit pas trop dur, parce qu'on peut pas tout connaître. Hein. Même on ne peut pas tout connaître. Voilà, et puis les mecs de Regain, moi je sais qu'il y a des, tu vois, les mecs de Regain, il y a des travailleurs sociaux qui font un boulot admirable. Et qui font vraiment, bon il y a des, même à la préfecture, il y a des gens qui sont corrects. Il y a des gens qui sont corrects. Là, le chef, je ne sais plus comment il s'appelait, le chef de cabinet du préfet, il s'appelait Jacobs, je ne sais pas si tu l'as connu. Alors si, bah, moi je ne l'ai pas rencontré. Il s'appelle pareil que moi, mais moi je Ah l'ai oui, pas rencontré. et ben il est J'ai eu des sérieux. réunions avec lui, bon, Monsieur Jacob, ouais. pour les Don Quichotte. Oui. C'est lui qui m'avait accordé. Des petites tentes là de. Mais c'est toi qui avais mis ça là-haut. Et c'est lui, j'étais passé, c'était au moment de. Sous Hydrac, le préfet Hydrac. D'accord. Sa femme est la directrice du tramway, pas du tramway, du métro Oui, à Paris. si, le RATP, oui, Madame Ah. Hydrec. Et t'as connu le préfet qui est handicapé, qui était Oui. un mec super. Oui, oui. Moi je Gentil. bossais, Et j'ai j'enseignais. connu, comment il s'appelle, celui qui était gay, là, Ah ouais qu'on appelait la duchesse. Ah, j'ai pas connu Tu l'as celui-là. pas connu? Non, non. Oh, J'ai- elle était charmante, Ah ouais génial. Ah, Moi j'ai connu le. il était génial. Ah, c'était la Zaza Napoli de Montpellier. D'accord, ah Il ouais. venait du musée Armène à tout. Hein. Dès Alors, que c'était pour actuellement- les gays, il n'y avait pas de problème. Actuellement le chef de cabinet du préfet, Ah ouais. moi je ne l'ai pas rencontré, et c'est un type d'origine africaine qui est vachement, vachement sympa, Moi, vachement, je l'avais je veux dire, c'est pas- c'est rencontré son boulot, aussi. Hein. mais il est vachement, et je trouve que c'est bien, il donne une image en même temps, ouais, très... Mais bon, je l'avais rencontré, ouais. il est très bien. Mais même au niveau Nouchot, même associatif, Nouchot, là, le préfet qui est là, oui, je ne l'ai pas je ne l'ai rencontré. pas rencontré encore. Mais, Mais je risque de le rencontrer parce qu'on On dit qu'il reçoit est très- tous les vœux pour les associations quand on va à la préfecture. Hein. Je risque de le alors ça rencontrer. peut aussi vous intéresser, je crois que c'est samedi, il y a la Ligue des droits de l'homme qui fête à la maison Martin Luther King, la maison des associations, son Ah oui, stand-by. centenaire. Ah oui, bah, c'est vieux ça. Hein, ils fêtent leur centenaire. Et puis il y a aussi un truc, pendant que j'y pense, nous on est assez actifs à Villeneuve-les-Maglones. Vous savez qu'à Villeneuve-les-Maglones, il y a un Prada. C'est-à-dire il y a un centre. C'est, alors ça aussi, vous avez entendu parler jadis de la Sanacotra. Ouais. Hein, Ça, qui est- à Montpellier, on connaît. Hein. Et bien la Sanacotra aujourd'hui, elle a un faux nez. Elle s'appelle plus Sanacotra en France, partout. Elle s'appelle Adoma. Et il y a eu un appel d'offres il y a quelques années. Et eux, ils ont eu l'appel d'offres de tous les Formule 1, des hôtels Formule 1. Ouais. Hein. Ouais. Et donc, c'est là, ils accueillent les migrants qui sont en situation de demande d'asile. Bon. Et pour avoir l'offre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, la CIMAD estimait qu'avec au-dessus de 24 € par jour et par personne, c'était pas possible d'avoir des travailleurs sociaux suffisamment nombreux, tu vois, d'avoir des traducteurs, bon, de faire un boulot correct. C'était vraiment... Ils l'ont eu à 16 € cash. Et donc, il y a quasiment personne pour faire le ménage. Il y a 2 travailleurs sociaux pour 90 personnes, à Prada, Villeneuve-les-Maglones. Et donc, il y a des gars qui sont... moi, au début, je les connaissais parce qu'ils étaient au CAO du millénaire. Et je les vois, 1 an et demi après, des mecs qui étaient jeunes, qui ont traversé le désert, qui sont allés en Libye, qui ont galéré, qui dorment jusqu'à midi, tu vois, Ils sont laminés. qui quoi. s'habillent, Ils sont laminés. parce que bon ben ils sont là. Donc et donc nous on fait une journée samedi et dimanche prochain aux ateliers du Nord. Il y en a qui avec ça s'appelle les palabratives. C'est des gars des artistes, alors qui se réunissent à la gare de Villeneuve-les-Maglones, l'ancienne gare de Villeneuve-les-Maglones, qui se trouve. Il y a des ateliers SNCF. Vous voyez, non? Oui, Ah, oui, parce avant, qu'avant, t'avais- c'était un truc social qu'il y avait là-bas. Oui. Attends. Les fringues, là, comment on appelait ça. Non, Les ils sont manus. toujours là. Ils y sont toujours. Le Secours populaire, il est là. Ouais. Et puis de l'autre côté, tu as des artistes. Et là, bon, on fait un truc assez sympa, samedi et dimanche. Ça s'appelle les palabratives. On va faire un truc pour les migrants avec des. Voilà. Je l'ai affiché là. Vous l'avez affiché là, Oui, je toi l'avais affiché. Les palabratives. Oui, je l'avais reçu là. D'accord. C'est un truc sympa.
Et c'est bien d'y aller, voilà. Et avant, vous avez dû connaître ça, c'était... Il y avait un nom, les mecs, chaque année, ils faisaient un truc, des artistes à Villeneuve-les-Maguelones. Les habitants d'Angers, vous connaissez, j'ai oublié le nom, il y avait des gens d'ailleurs de la maison de chômeurs qui participaient. Tu sais, moi je ne me suis jamais déplacé. Hein. Il y a Ah. que 2 ans que j'ai repris au conseil d'administration là. Hein. Ah ouais? Oui, parce qu'avant c'était un peu mouvementé, le conseil d'administration ne me convenait pas. D'accord, Ils n'étaient pas sur la même optique que moi, tu vois. d'accord. Voilà, donc si vous avez des remarques, des trucs, on peut rapidement, bon, et pas crainte, hein, hein, je crois que c'est bon d'avoir un... Est-ce qu'on a des estimations par rapport à demain, demain les réfugiés climatiques? Alors oui, Parce que il y avait... Alors, c'était la semaine dernière, il y avait une... C'était un gars du GIEC, que vous avez vu voir, il a un œil, il louche un peu, un mec très fort, Josel. Il était porte-parole du GIEC, un climatologue. C'est La assez nuit. dans l'air, il a Ah un oui. nom assez dans l'air, peut-être. Josiel, oui, vous avez vu. Mais et ils estimaient, tu vois, que, on le voit à Villeneuve-les-Maguelones, moi je vois aux Aresquiers, moi je suis à fait 20 ans que je suis là. Il y avait il y avait 2 petits bistrots là, moi j'allais. Et il y a 8 ans, mais vraiment je me rendais compte, avant il y avait la plage, parce qu'il y avait des galets, après il y avait le sable était couvert, les galets, et les 2 bistrots où j'allais, moi j'aime bien nager, d'ailleurs je vais encore nager demain, l'eau elle est encore à sèche, je vais nager en mer. Et il y avait, et puis le resto, ils ont été obligés de démolir, parce que l'eau, on s'en rendait compte, hein, bon, la montée, alors, j'ai des copains qui expliquent ça, hein, c'est le réchauffement, le Gulf Stream, tout ça, il y a tout un tas de trucs, la montée, la fonte des glaciers, il y a tout un tas de facteurs qui créent ce qui est réel, hein, et il y a en Indonésie, et puis il y avait un reportage, c'était la semaine dernière, mais vachement fort, c'était sur la 2, je ne sais plus sur quelle chaîne, c'était tard le soir, et c'était terrible, parce que là, il y avait des scientifiques, et puis il y avait des îles, et déjà, des îles où des gens sont partis. Alors, tu voyais les mecs, ils essayaient, putain, mais c'était... Ils essayaient de construire un peu des petits trucs, des petits barrages, et les eaux, alors, avant, ils étaient inondés 2-3 fois par an. Maintenant, c'est 7-8 fois. Et puis, ils se rendent compte que, en l'espace de 10 ans, et puis il y a des modifications. Le lac Tchad, il y a 90% de la surface qui est devenue sec. La mer d'Aral, il y a des modifications climatiques qui sont extrêmement rapides. Mais qui sont rapides, c'est-à-dire que d'abord, il y a 2 termes, moi, que je trouve vraiment intéressants. On parle aujourd'hui d'écocide. Suicide, se tuer. Écocide, c'est-à-dire que l'homme, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est l'artisan de sa destruction. Parce que sans le vouloir, sans l'avoir prémédité, il produit plus de déchets qui dégradent l'environnement, c'est-à-dire l'eau, le sol, qui épuisent les ressources en poissons. On se rappelle tous qu'il y a 30 ans, quand on roulait en voiture, tous les 300 bornes, il fallait enlever les insectes qui étaient collés. Aujourd'hui, il n'y a plus. Donc, c'est réel. C'est réel, ça va très vite. Il y avait une des rares phrases intelligentes que Chirac vraiment avait dit à un moment, qui avait été soufflée à l'époque. Il disait, la maison brûle, notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs. Et moi, il y a une phrase que je dis, mais je dis, on sait qu'on va dans le mur, mais on n'y croit pas. Parce que c'est tellement énorme, quand on a des mômes, quand on est jeune, de se dire, mais on va dans le mur. Sur tous les plans. Le stock d'armes nucléaires, aujourd'hui, le potentiel nucléaire qu'il y avait à Hiroshima, Nagasaki, il est 4000 fois ce qu'il y avait. C'est-à-dire Hiroshima, Nagasaki, c'est déjà pas piqué. 4000 fois. Alors qu'il y a eu quand même des destructions.
Et les armes aujourd'hui qui sont en cours de préparation, des armes qui permettent d'éliminer une population sans détruire les infrastructures, c'est terrible. La recherche scientifique au service parce que déjà, je crois, hein, c'est terrible, se préparent les guerres urbaines. Il y a des choses qu'on n'a pas eu conscience. Il y a quelques années, la gendarmerie relevait du ministère des Armées en France. Aujourd'hui, elle relève du ministère de l'Intérieur, parce que les guerres que l'on prépare, c'est des guerres urbaines. Ce qui se passe actuellement, les guerres urbaines font peur. Parce que les populations souffrent, et à un certain moment, bon, elles se révoltent. Et donc, c'est pas des guerres entre des pays, c'est pas l'Allemagne qui va attaquer la France. Par contre, c'est des prolos qui, à un certain moment, risquent de... voilà. Il y a cette surveillance aujourd'hui, hein, cette surveillance avec les caméras partout. Un copain scientifique me disait hier, alors si je disais, c'est pas possible, il me disait qu'un avion qui passe à 10 000 mètres, c'est pas des... Lui, il est pilote, hein, mon pote. Un avion qui passe à 10 000 mètres aujourd'hui, il peut photographier, par exemple, la place de la Comédie. Ça paraît incroyable. Quand on est sur la Comédie, ou quand on est... Avant, on faisait un truc, il y avait des caméras, comme quand on va tirer du fric à la banque. Mais maintenant, sur des caméras qui sont... elles peuvent identifier ce que vous êtes en train de lire. À 200 mètres. Quand vous faites une manif, moi je vois tout est filmé maintenant. Les mecs, ils filment. Et quand ils prévoient aussi moi j'ai des copains qui ont été arrêtés, des jeunes qui sont aux barricades, mais des heures, parfois le lendemain. Il y a une identification qui est faite, même des mecs qui sont cagoulés. La technologie aujourd'hui, elle est tellement en avance, elle va tellement vite qu'il y a un contrôle des citoyens. Savoir, par exemple, on peut savoir avec votre téléphone où vous êtes géolocalisé. Ah oui, Tout. Donc, cette technologie, elle est utilisée dans un but qui est de contrôler. Hein. Ça, il faut le savoir. Bon, cette technologie, on peut la casser. Une, on peut la casser. Deux, on est plus nombreux qu'eux quand même. Merde alors. Ouais, mais... Je crois qu'ils vont pas te repérer. Tu sais, sur Montpellier, regarde, quand il y a eu la rafle des Juifs au Veldiv, il a fallu, il y a la moitié des mecs qui ont pu s'en échapper. Aujourd'hui, avec les moyens qu'ont la DGSI, ce qu'on appelait avant les vergers, allez, en l'espace de 2 heures, ouais, les 400 personnes qui sont un peu comme Richard Abougi, militants, mais tu les arrêtes tout de suite. D'un autre côté, quand tu vois ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées samedi, 5000 policiers, 5000 CRS contre 1500 soi-disant casseurs. Oui, mais ils n'ont pas réussi à les contenir. Non mais attention, c'est que les policiers actuellement, ils sont dans une... comment dire, vu leur armement, ils sont dans une recherche de... Ils veulent pas faire ce qui s'est produit à Sivrin, ils n'ont pas envie qu'il y ait un mec qui a le bras, tu vois. Voilà, ils vont pas, voilà. Non mais ils sont encore dans une... Oui, mais ils veulent pas. Et voilà, ils ont des ordres, ils veulent pas, mais imagine un jour, dans un État, imagine la même chose en Chine, quand il y a eu Tiananmen, les Chinois ils ont pas eu, ils n'avaient pas ces scrupules. C'est-à-dire que quand tu veux tirer comme tu le fais, par exemple quand un pays, des gens se révoltent au Gabon, au Togo, là, il n'y a pas de regard. Et là, ils sont décimés. Parce que là, on est plus en démocratie. Mais est-ce qu'on y est encore? Non, ça, c'est une question. Est-ce qu'on y est encore? On n'est pas en démocratie. Parce qu'une démocratie... On est en oligarchie, au mieux, on est alors, en oligarchie. c'est ça. Parce que... Et peut-être on peut dire... Moi, mais attends, là, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Mais ça ne fait que pour moi, c'est le je crois que Paris. Hein. Nous, ce qu'on oublie aujourd'hui, ce qu'on a oublié, parce que les professeurs ont manqué à leur devoir. Moi, je sais que quand j'enseignais l'histoire à un moment, et j'apprenais au môme la Constitution de 1793, qui n'a jamais été appliquée, parce qu'elle est merveilleuse. Elle n'a jamais... La Constitution disait, pas le droit à l'insurrection, le devoir d'insurrection est un devoir sacré. C'est-à-dire que le peuple, il doit se soulever dès lors qu'il est opprimé. Mais tu te rends compte? Tu apprends ça à des mômes, ou à des citoyens. Jean-Jacques Rousseau et son... D'ailleurs, des gens qui étaient ses disciples, on va dire,
était mort, mais des gens comme Robespierre, comme j'oublie Robespierre qui a quand même fait abolir l'esclavage, qui a été rétabli en 1802 par Bonaparte, Napoléon. Mais on fait passer Robespierre. Mais il y a eu un moment dans l'histoire, et Victor Hugo lui-même, Victor Hugo qui était un homme de droite au départ, son père un général de la République. Bon, Victor Hugo il écrit, il y a l'Himalaya, il y a la Convention thermidorienne, c'est dans les années 80. Jamais rien de plus haut ne s'est écrit dans l'histoire des hommes. Il écrit ça. Et lorsque la Commune surgit, lui qui est malgré tout un bourgeois, alors que des gens comme Zola, tous les écrivains, ils sont pour les Versaillais, ils sont pour qu'on fusille les communards en 71. Victor Hugo est un des rares, avec Courbet et avec l'auteur de Sans famille, Hector Malot, à dire il faut la clémence. C'est de là qu'ils ont ruiné Courbet. Voilà. Ils ont pu Ils ont faire des Courbet pour la colonne. la colonne. Et donc ça c'est important. Et peut-être savoir, nous rappeler que pour des gens comme, on va dire, comme Rousseau, comme Robespierre, la politique n'est pas un métier, n'est jamais un métier. La politique c'est un mandat. Et c'est pas un métier. Aujourd'hui, les mecs ils rentrent en politique à 25 ans, comme assistants parlementaires, ils en sortent comme souvent sénateurs à 90 ans. Mais comme un vieux Gaudin à Marseille. Mais la politique, la politique, c'est un mandat. Ça veut dire qu'à un moment, on va dire à quelqu'un, bon, écoute, voilà, tu vas nous représenter, voilà nos revendications, voilà ce qu'on veut. Et puis, tu viendras rendre compte. On te fait confiance, mais on te contrôle. Et s'il y a un contrôle citoyen, il ne peut pas se passer ce qui se passe pour un Ghosn ou tous ces gens, parce qu'il y a un contrôle citoyen. Et c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle citoyen qu'il y a justement cette trahison qu'a pu faire un Cahuzac, tous ces mecs. Le contrôle citoyen, il est possible. C'est la vraie démocratie. C'est possible, le contrôle citoyen. Mais c'est nous, dans nos têtes, on délègue le pouvoir. On a besoin de... Alors, on peut les appeler jureurs, guides, conducateurs. C'est comme si on avait besoin, comme si on était dépossédé de notre jugement, de notre capacité à proposer. Et une fois parce qu'on ne vote pas pour un homme, on vote pour un programme. Normalement, si on ne vote pas on ne peut pas voter pour une personne, on vote pour un programme. Et puis il y a une personne que, voilà, on va dire, lui, tiens, il a l'air pas mal, voilà, on lui donne un mandat. Et même sur le plan syndical, c'est la différence qu'il y a entre un syndicat comme Sud, où par exemple, il n'y a pas un mec qui va être, par exemple, permanent pendant 20 ans. Moi, j'étais avant au SNI, et ben j'avais un type qui n'était pas mon copain, mais il était un type, ça fait 30 ans qu'il est permanent. Il n'est pas malhonnête, mais 30 ans permanent, il sait plus ce que c'est qu'un môme. Et les gens avec lesquels il est en contact, ce sont les inspecteurs d'académie, les recteurs. Donc, c'est pas possible. C'est la routine. C'est à nous de penser à ça. Il faut prévenir. C'est plus facile de prévenir que de guérir. Plutôt que de dire, bah oui, mais ils sont véreux. Bah oui, il faut s'arranger pour qu'ils ne soient pas véreux. Il faut qu'ils soient contrôlés. Ça, c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Et dans tous nos... Voilà, dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on pense, Jaco, hein? Il va falloir se contrôler avant que ce soit un niveau possible. C'est à nous, hein. Mais le fait de... On va mettre Le fait d'échanger ensemble, déjà, c'est important parce que ça donne envie. Donc, moi, je vous laisse ce truc de la Mumu, tu croix. me fais une photocopie de... Je laisse le truc de Claude Adage. Je t'ai laissé, non? Le truc de Claude Adage. Ouais, à Muriel même, elle fera une copie. Voilà. Et puis, je sais pas si vous connaissez pas, je vais vous laisser un politique. Moi, j'aime vraiment le journal qui est en danger actuellement. On parlait tout à l'heure avec Jaco, mais vraiment politique. Il y a un mec qui s'appelle Denis Siffer. Et je trouve qu'il est, comme Serge Alimi, c'est la gauche, la vraie gauche. À l'époque, il y a eu Raoul Marc Génard, il y avait Beauvais. Il y avait un moment, il y a eu la possibilité de créer vraiment une dynamique de gens réellement de gauche, authentiquement. C'est-à-dire qu'ils pensent que le libéralisme, bon, on ne va pas faire la révolution, mais au moins, on va le museler, comme on muselle un chien. C'était Noël, ma mère, que je cherchais, qui était venue à Montpellier pour les Kurdes ou les Turcs. Les Kurdes. C'était Noël. Il y a un mec que qui vient, j'avais c'est eu la un rue médecin du Monde qui m'avait dit, je te promets qu'on viendra, et il s'était déplacé. Oui.
C'est vrai qu'on Sarceau. il y a la rue Voilà, Turou. ça c'est vieux, hein. La rue Turou, il est dans les idées de créer. Puisque lui, c'est actuellement le seul homme politique qui a repris cette idée de... Il était pour la semaine de 4 jours. C'est-à-dire la semaine, en gros, 28-30 heures. Une semaine, tu travailles 3 jours, une semaine, tu travailles 4 jours. Et ça, c'est pas... C'est évidemment moins bête que de dire aux gens... Parce qu'actuellement, ce qui se passe, même dans l'éducation nationale, on impose des heures sup. On impose des heures sup. Ça veut dire que les mecs, on s'est battu, par exemple, un prof qui a le CAPES, il bosse 16 heures, agrégé. Bon, on lui impose 2-3 heures sup. Alors il n'a pas envie de les faire, mais comme on te donne beaucoup de fric et comme tu es sur place, les mecs acceptent malgré tout. Mais quand tu vois le nombre de profs et le nombre de postes que ça supprime, parce que quand tu prends 7 personnes ou 6 qui ont les heures sup, ça crée un poste. Donc il y a des jeunes qui sont qui devraient pouvoir accéder au boulot. Et donc actuellement, avec toute la politique qui a consisté à permettre à des gens de faire des heures sup, c'est complètement dingue. Hein, quand on a un grand gâteau, qu'on est 10, bah c'est sûr que s'il y a 11 ou 12 personnes, on bouffera bien à notre faim quand même. Par contre, si on est 8 et qu'on dit, bah ouais, vous allez avoir des parts plus grosses, bah ça veut dire qu'il y en a qui ne boufferont pas. C'est tout simple. Donc voilà, je laisse un politis, parce que il est vraiment chouette, Denis Siffer, comme mec. Lorsqu'il y a eu le clivage entre le NPA, moi j'étais proche de Krivine, Besancenot, copain, hein, et lorsqu'il y a eu cette séparation où il y a le front de gauche, c'était terrible qu'il s'y passe, parce que là il y avait une dynamique possible. Si les égaux, il y avait Raoul Marc-Génard, il y avait Clémentine Autain, il y avait tout un tas de gens hein, il y avait cette possibilité d'avoir des propositions. On n'était pas au pouvoir, des propositions qui étaient réellement sociales et qui allaient dans le même sens. Parce que franchement, moi j'ai jamais adhéré à un groupe politique. Mais quand je vois les copains qui sont aujourd'hui ensemble, qui ne se parlent plus avec ceux qui sont NPA, c'est des mecs que tu connais, Vidier, tout ça, ils se parlent plus. Moi je les connais tous les deux, c'est des potes, ils se parlent plus. Tu sais, moi je les avais rencontrés C'est dingue. comment on appelle ça, Non mais c'est triste. Ah oui, la pendant. à Antigone, quand il y avait, comment il s'appelait, qui était venu. Les égos des gens sont tellement... Oui. Moi les prénoms. Ah ouais, mais c'est... Moi je les avais rencontrés à Antigone. C'est vrai. Il n'y a personne qui a des questions particulières. Sur le... Vous avez des questions particulières? Ouais, si vous avez... Ouais. Vous êtes stagiaires, vous tous les deux? D'où de... Moi, les deux dans le lycée. Jean Jaurès. D'accord. C'est le service civique, non? Non, non, oui, Non. moi je suis en Ah, BTS. tiens, moi on en est avec ça. Moi, je suis en D'accord. pro. On en est avec ce T'es en bac service pro? civique. Où? T'as des nouvelles? Oui, on a eu des aujourd'hui. D'accord. Oh, génial. Comment il s'appelle le proviseur? Bonne nouvelle. Le proviseur. Ça fait plaisir. Hein? Arnaud Savzi. Parce qu'il y avait un pote qui était, tu sais, qui était à la Cégette. C'est le seul mec que j'ai connu. Il était avant le NPA, c'était la Ligue. Et il était passé au PC. Tu te rappelles? Tu as connu un mec qui était vachement dans les grèves. Maintenant, je crois qu'il était proviseur ou un truc comme ça de SPAU. C'est pas Martin? Non, un mec qui avait une voix vachement... Un mec chouette. Et sa femme, elle enseigne à la fac l'occitan. Je ne sais pas quoi te dire. Non, tu te rappelles? Je connaissais une femme qui s'est promenée dans tous les... qui passait des verres à la Ligue, de la Ligue, au PS, du PS. Attends. Toutes les sources là, je les avais plein. Si, moi j'avais une question concernant, parce que c'est une question. Les années qui cachées, revient je l'ai pas souvent mis, dans hein. le milieu. Ouais, mais les migrants, eux, ils Ouais, touchent ça, eux, ils ont droit à ça, et nous, on est dans la rue, on a droit à... Alors, les migrants, Ça, ils ont... c'est un Alors- langage qu'on a souvent ici. Voilà. Alors, les migrants, C'était pas voilà, ça. lorsqu'ils ont en situation, on va dire, régulière, c'est-à-dire pendant l'étude de leur dossier, Leur dossier, voilà. ils touchent ce qu'on appelle l'ADA, Ouais. l'aide aux demandeurs d'asile. Et cette aide aux demandeurs d'asile, elle tourne, alors pour un mec seul, alors selon, si le gars il est logé, elle est moindre. Ça, c'est vrai. Elle tourne entre 250 et
ça fait près 340 €. D'accord. Tu S'il vois. n'est pas logé, 340, s'il Voilà. n'est pas logé, 200 et des Voilà. brouettes, s'il est Tu vois, donc c'est... pendant la période où son dossier est en... Voilà. Lorsqu'il est débouté définitivement, on lui Il ne coupe. touche plus rien. Il touche plus rien. Donc c'est pas une sinécure. On s'est battu, nous, pour obtenir aussi le tarif le plus bas. C'était à la dernière Au niveau des truc de... transports, ça, c'est Voilà, bon, ouais. Au pour niveau des 3,70 transports, j'ai vu. € par mois, 3,90. 3,90 €, on s'est battu parce qu'autrement, Ils on avait des avaient- mecs qui étaient en faute, qui montaient sans payer, donc ça nous donne une sale image. Ouais, ouais, ouais. Donc, 3, tu vois, là, voilà. Donc, mais Et c'est une sûr fois que... qu'ils sont acceptés, Alors, une fois qu'ils sont acceptés, ils rentrent dans le droit commun. dans le droit commun. Ça veut dire qu'il y a eu... Ils ont droit à une formation s'ils ont moins de... Puisque la région, moins de 31 ans, hein, ici dans la région, c'est jusqu'à 31 ans la formation, alors que dans les autres régions, c'est 25 ans en France. Hein, il faut le savoir, les jeunes, hein, vous avez droit à une formation jusqu'à 31 ans, ici, dans la région. Hein, Ça, ouais, c'est vraiment, bien. c'est quand même... un- bien, ouais, une- fallait que ça augmente, dans les, pas gens, il y a vraiment une possibilité dans certains métiers qui sont en tension. Et nous, moi je sais que j'oriente les gars sur des métiers, par exemple la formation de, tu vois, il y a un mec, il y avait une formation pour être désamiant. Tu vois, la formation n'est pas trop longue, t'as pas un vrai dit, mais tu trouves du boulot. Tu vois, où les mecs sur les toits, c'est couvrent. Ah oui, ça c'est vachement Tu vois, recherché. c'est bien recherché, c'est des boulots où... Maçon, Voilà. t'as, comment on appelle ça aussi, qui vont chercher Et peintre. donc, une fois qu'ils sont acceptés, ils ont droit au RSA. Ah oui, Ils touchent le RSA. s'ils après. sont majeurs. S'ils sont majeurs, oui, s'ils ont 25 Voilà, ans. s'ils ont 25 ans, ouais. ils touchent le RSA. Le Ouais, RSA, une fois qu'ils sont Ouais, il acceptés. faut, hein. ouais, Ils vont pas travailler gratuitement. ouais, ouais. S'ils ont moins de 25 ans. Alors là, s'ils ont moins de 25 ans, ah non, mais les jeunes, les mineurs, ils Les sont... mineurs, les ils sont mineurs- pris en charge différemment. Les mineurs, normalement, quand on est mineur, c'est une obligation des départements, c'est ce qu'on appelle les mineurs, ils dépendent de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Ouais, c'est C'est les départements. Le problème, c'est que, évidemment, l'État, il y a eu un afflux de mineurs, mineurs. et les départements sont parfois, c'est vrai, dépassés. Donc, il y a une présomption, une défiance, Oui. parce qu'il y a beaucoup de mineurs, et quand tu sais qu'en te déclarant mineur, tu es pris en charge. Bon. Donc, c'est vrai, alors, il y a des gars qui ne sont pas mineurs, qui se déclarent mineurs pour être protégés, mais nous, on a 15 mecs, 15 jeunes, qui se sont retrouvés à Villeneuve-les-Maglones, et qui étaient mineurs, qu'on a retrouvés, qu'on fout en tôle avec des mages, tu vois. Il y en a un moi, qui a été violé. Parce que tu vois, en tôle, t'as tout. Donc quand t'as un petit môme qui a 16 ans, qui se retrouve à Villeneuve, c'est tu vois, c'est un traumatisme absolu, tu vois. Et là aussi, un jour, tu pourrais faire venir Thierry Lerck, qui est intervenu pour les mineurs en non accompagnés. Tu me feras une petite liste. Ouais, c'est vraiment un mec, Je te rappelle. un ancien de la Cégette aussi. Tu vois. Et je crois que c'est intéressant aussi de voir tout, on va dire, tout ce qui se fait, et puis les méfaits aussi, parce qu'il y a des méfaits hein, aussi. Hein. Voilà. Donc les mecs sont dans le droit, après ils rentrent dans le droit commun. Tu vois, Oui, dans le droit commun, donc ils n'ont pas de privilèges particuliers par Non. rapport Non, à... Non. pas du tout, même Alors, pour les tu as- autres. tu as des appartements. Elle a posé Oui, non mais c'est vrai. Oui, voilà. tu as Tu as- posé une bonne c'est ça, question. Tu as des appartements Ah relais. oui, merci. Moi j'avais accompagné des familles par exemple qui étaient des Arméniens, oui, ou des Géorgiens, toi aussi. Ils vont, tu vois, après, merci, ça va. Ils vont, tu vois, pendant un temps dans des appartements, on va dire relais. Mais c'est s'il y a une famille, s'il y a femme, enfant, non, ou s'il y a... Oui, mais il y a quand même des dispositifs transitoires qui permettent aux gens, parce que si tu largues un mec qui n'a pas de boulot, qui parle à peine la langue, bah, le mec il plonge ou alors il va se retrouver à dealer, à faire des conneries. Hein. Donc il y a quand même un dispositif qui est réel quand même. Hein. Qui s'avère toujours insuffisant, mais qui est réel. Non, mais par contre, oui. Excusez-moi, je m'appelle Patricia Schaeffer. Je ne suis pas demandeur d'emploi ou immigrant. La question qu'elle a posée est vraiment intéressante parce que ce que j'ai envie de savoir, c'est que ce que la CIMAC peut faire
Ou est-ce que la CIMAD informe certaines personnes qui ne savent pas que tous les immigrants ne viennent pas ici pour prendre le boulot des gens ou prendre l'argent des gens? Est-ce qu'il y a une information? Est-ce que les gens sont au courant? Parce que moi, perso, je suis black, je suis africaine, je viens du Gabon. On commence, en fait, c'est le fait de l'agressivité des gens, quoi. Quand il y en a marre, oui, vous venez ici pour prendre ceci. Moi, je ne suis pas ici pour prendre l'argent de qui que ce soit. Bien sûr. Mon pays est un pays très riche. On a un dictateur qui est Ali Bongo au Gabon, qui a été mis au pouvoir par Sarko. C'est le fils de Bongo. Voilà. Enfin, c'est pas son Omar fils, hein. Bongo. C'est un enfant adopté. D'accord. Il a été adopté. Ah, c'est son fils. C'est pas son fils. Oui, non mais... C'est un enfant adopté, c'est pas son fils, parce qu'un Gabonais ne peut pas tuer son frère gabonais. Il a massacré les étudiants gabonais. Pourquoi? Parce que en 2016, il n'a pas été élu par le peuple gabonais. Il a triché comme d'habitude. Ah oui. Donc quand les étudiants sont sortis à la rue pour dire que non, on n'est pas d'accord, et qu'ils demandaient leur bourse, il a payé des milices pour tirer sur le peuple, les étudiants gabonais. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a la majorité. Moi je fais partie du CGS Occitanie Montpellier. On manifeste à la place de la Comédie les samedis. Je ne suis pas politicien, je suis apolitique, mais je suis obligée de faire de la politique parce que oui. mon pays est en danger. Bah oui. Je suis française, d'origine gabonaise. Mon grand-père est mort pour cette patrie. Mon nom, c'est Essonne comme le département, ça s'écrit pareil. Ce qui m'emmerde, c'est que, enfin, mon mère, lui, ce qui me dérange, c'est que la majorité des gens que je côtoie, que je vois, qui ne savent rien, pour moi, c'est des illettrés, accusent à tort et à travers. Bien sûr. Parce que c'est facile de montrer quelqu'un le doigt et de flinguer quelqu'un. C'est trop facile. Bien sûr. Quand on dit aux gens, oui, vous venez ici, vous les Africains, rentrez chez vous, les immigrés, machin. Je dis aux gens, souvent, attention, mon grand-père, il est mort pour ta patrie. D'accord? Toi, tu ne peux pas mourir pour mon continent. Si au jour d'aujourd'hui, tu es vivant, c'est grâce à mon grand-père. Donc, essaie un peu de respecter les gens. Tout le monde n'est pas ici pour bouffer l'argent de la France. Les Gabonais, ici, la majorité, c'est des étudiants. On rentre au pays. Pourquoi? Parce que le pays, c'est le pays, c'est chez nous. Mais là, en ce moment, on ne peut pas rentrer. Moi, ça fait 26 ans que je ne suis pas rentré au Gabon parce qu'il y a un dictateur au pays. Voilà. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'est ce que la CIMAD fait pour informer les gens qui sont soit, pour moi, c'est des illettrés, qui attaquent souvent les gens bêtement sans savoir. Parce que les réseaux sociaux, les injures, alors là, j'en ai là. Alors, Elle a là, posé une bonne question. on fait beaucoup. Parce que justement, il y a un rôle éducatif, c'est-à-dire informer les gens, faire reculer l'ignorance. Hein. Et c'est vrai que la CIMAD, bon, par exemple, nous on a des journées, et ça nous paraît essentiel, c'est-à-dire ce travail. Il y a la CIMAD, il y a RSF, le réseau d'éducation sans frontières, auprès des plus jeunes. Hein. Et c'est vrai que il y a certains d'entre nous, parfois, qui allons dans les lycées, on nous demande d'intervenir, tu vois, auprès des lycéens de seconde, première, de façon... Et puis surtout, il y a une association dont je fais partie, qui maintenant n'existe plus à Montpellier, mais il y a qui s'appelle Survie France. Et Survie France, on a travaillé, on est 1500 en France. L'initiateur, ce fut un gars qui s'appelait Verschaff. Aujourd'hui, c'est Madame Tobner, qui était la veuve de Mongo Betty. Et notre travail, on a réussi à faire mettre en accusation Bongo dans les procès pour bien mal acquis. Oui. On a obtenu condamnation. Ça a été vachement dur parce que c'est des mecs qui ont du fou. C'est vrai. Tu vois, il y a des chefs d'État qui avaient je sais pas combien de Mercedes, des bagnoles. C'est vrai. Hein, 39. voilà, des bagnoles. Omar Bongo, 39 voitures, mais pas des R8, hein, des Rolls-Royce. Des Rolls, des trucs comme ça, des trucs monstrueux. Et donc, on a réussi avec d'autres associations, avec le collectif pour l'abolition de la dette du tiers-monde, à faire William Bourdon, c'est l'avocat qui bosse depuis 10 ans là-dessus, pour justement essayer de faire rendre gorge à ces gens qui prennent l'argent de leur pays. C'est comme Sassou Nguesso, hein, ils prennent l'argent de leur pays pour leur propre... Et justement, je disais tout à l'heure à Jaco qu'il y avait... j'étais allé à une conférence il n'y a pas longtemps, je t'ai dit... comment il s'appelle ? Éric Toussaint. Il a fait un truc sur la dette. Tu vois, je crois que c'est... Sur la dette. Ça, c'est l'histoire de Thomas Sankara. Je la connais en fait. Sankara ? Madame Sankara vit ici. Oui, je sais, je la c'est connais. vrai. Elle vient se coiffer au salon de coiffure d'une amie à moi. D'accord. Alors, tu vois, si tu connais Gabi Ndibakuka et puis Irénée Doumboué.
Non. Si, il a déjà vu ici. Irénée qui est de Visu. Il y a ici. Ah, le compteur, oui. Oui, C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde connaît Irénée, non? Ah bah, Ah ouais. Voilà. Jorine, au fait, la plupart des gens qui agressent, c'est pas des jeunes. Hein. Vous leur apprenez beaucoup de choses dans les lycées, ça c'est très bien, parce que j'aimerais aussi que ces jeunes-là transmettent le message à leurs parents, parce que l'ignorance vient des parents, pas de la jeunesse. Mais c'est une autre Parce que les génération jeunes, qui- oui, mais Ouais. c'est stupide quoi, faut être vraiment bête. Je suis désolée, mais il faut être bête quoi. Moi, quand je discute avec des jeunes, il y a des jeunes qui m'épatent, qui disent on est au courant de ça. Waouh! Mais quand je discute avec des amis, ils me disent mais non, ça n'existe pas. Je dis ah bon? Je dis attends, je vais te poser une question stupide, mais bête, vraiment bête. T'as un téléphone portable? Il me dit oui. Je dis tu sais d'où vient le coltan? Tu sais même ce que c'est le coltan? Il me dit non. Je dis avec quoi on a fait ton téléphone portable? Ça vient de Chaume. Oui. De Chaume en Afrique noire. Oui. Donc le Gabon, le Congo. Ouais, ouais. Le Congo. Ils ne sont même pas au courant. C'est là, ouais. J'ai dit, tu vois le Nutella que tu manges là, le Nutella, tu sais d'où il vient le cacao? Tu n'es pas au courant. L'or du diamant que tu portes, l'or que tu portes, l'or seulement pour ton alliance. Tu sais d'où vient l'or? Non, au Gabon. Oui. Et ils ne sont pas au courant. Les pneus de ta voiture, tu savais quoi c'est fait de pétrole? Et tu sais d'où il vient le pétrole? Il n'est pas au courant. Je dis, et tu ouvres ta grande gueule en insultant les gens, c'est malheureux, c'est triste. Et c'est la jeunesse d'aujourd'hui, comme lui, au lycée, comme eux, ce sont eux qui transmettent le message aux adultes. Mais c'est grave pour les adultes qui sont les adultes ignorants. Mais c'est grave. Cette ignorance, elle est. Par exemple, si tu dis pour le pétrole, moi, le Nigeria, qui est le premier producteur des pays du pétrole, le Nigeria qui produit du pétrole, achète 92% de son essence et du fuel, du gazole. Ça veut dire qu'il produit du brut, mais qui est transformé ailleurs et il est obligé de racheter. De racheter, oui, c'est Mais vrai. c'est la C'est politique. triste, hein? Mais la politique coloniale, c'est intéressant parce qu'à l'époque de Gandhi, en Inde, c'était pareil. Des villes comme Birmingham, C'est la Liverpool. France qui fabrique le CFA. On Les- n'a pas les- la liberté. Mais Pourtant, oui, on est oui. indépendant, quoi. Mais c'est grave. ben oui. Mais c'est aussi l'acceptation, parce que les citoyens doivent, disons, devraient aussi. C'est-à-dire qu'il y a une passivité des citoyens, parce que quand les mecs se maintiennent au pouvoir comme ça, c'est difficile. Comme, Oh, on, oui, a eu, 50 ans. hein, on a eu comment il s'appelait l'autre, lequel était Bokassa. Bokassa, Il y a eu alors, lui, l'autre, c'était- Amin Dada. Il y a eu des types qui étaient. Et puis, Ali Bongo. Ali Bongo, des types qui étaient monstrueux, Tout à fait, il y en aura qui vont d'autres, se faire hein. soigner en Occident, qui envoient leurs mômes étudier en Suisse, aux États-Unis. Et c'est comme en Algérie, le vieux, le mec au pouvoir. C'est. Bouteflika, mais. Voilà. Il repasse là, hein. Mais il est sénile complet, le pauvre Mais il va homme. bientôt mourir. Mais bon. Mais non, mais moi j'étais en Algérie il y a 8 ou 9 ans. Déjà, on disait les gars, les mecs ils allaient mourir. Non, mais là, il est dans un lit. Oui, Je sais pas mais ce qu'il dit. quand Macron est venu, ou je sais plus quoi, il y a un an, il était quand même dans un fauteuil. Alors je sais pas ce qu'il il l'avait foutu dans un fauteuil. Mais il est désenfouté toujours. Oui. Il faut qu'il crève. hein. Bah oui, mais. Pourquoi l'Afrique se soulève au jour d'aujourd'hui? Parce qu'on en a marre des dictateurs. Je vais pas demander la mort. Nous, moi, je fais partie des combattants. On en a marre des dictateurs. Ali Bongo est dans le coma, il a fait un AVC. Ouais. Quelqu'un qui fait un AVC depuis le 24 octobre du mois dernier, il a fait un AVC avec la mousse qui est sortie, tu vois. Et on dit qu'il est vivant. On dit, alors là, moi je travaille dans le médical, c'est bizarre quand même, bon fait. C'est une loque quoi, il est comme ça, il bave de partout, oui, c'est une loque. On Je avait dirais c'est le maintenu flingue, Franco en vie. Oui, On avait maintenu l'autre, comment, c'est pas Moshe Dayan, comment il s'appelait le mec en Israël? Comment 6 mois. Non, c'était pas Issach Rabin, c'était. Moshe Dayan, non? Ah oui, je crois. 6 mois, 7 mois. Mais Franco, il avait été mal, tu vois. Non, mais moi, c'est vrai que c'est vrai que c'est important d'être renseigné, mais sur Vie France, je regarde sur Internet, il y a un boulot qui est fait sur tous les biens mal acquis, il y a des bouquins, par exemple, moi, Noir Chirac, Noir Secret, où on voit le Bongo, il appartient à la même loge franc-maçonnique que Chirac, hein, qui était le bon. Et des mecs comme Bolloré, tous ces mecs, mais c'est ils des démarrent sur voleurs, le truc. Le train qui Voilà. sont... Bolloré au Gabon, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? La France-Afrique, c'est quoi on a décidé? La France-Afrique. La France-Afrique, c'est fini. hein. C'est fini. Le pétrole va faire péter tout. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on va tout faire péter. Comme ça, tout le monde est privé de tout. Dès que le pétrole augmente en Afrique, parce que l'Afrique vit de quoi? De tout. Dès qu'on augmente un tout petit peu, ça y est, ça fait... Là, en ce moment, ça se passe là. Les gilets jaunes, pourquoi? Il faut réfléchir un peu, regarder bien les infos. Le puits de pétrole ou la cuve du pétrole a augmenté, oui, l'Afrique augmente un tout petit peu pour vivre. S'il n'augmente pas, il ne vit pas. Le pétrole, c'est Maintenant, plus- quand il augmente, ça fait le scandale de partout dans le monde. Non, c'est pas bon.
il faut savoir gérer, quoi. Le prix du pétrole actuellement est bas, hein. Le prix du baril, il est bas, mais la surproduction de l'Arabie qui est faite pour embêter l'Iran, pour avoir foulé le Venezuela, parce que eux ils vendent quasiment à perte. Mais oui, c'est ça. L'Afrique, le et continent pour couler, africain, ils vendent beaucoup. Ouais. pour embêter les Russes, l'Iran et puis à perte, le Venezuela. C'est vrai. Et puis il y a le gaz de schiste qui est exploité aux États-Unis, qui a fait que ce qu'on appelait il y a quelques années le pic de Hubert, on pensait que le prix du pétrole allait considérablement augmenter il y a 8 ans, parce qu'on avait atteint le. En fait, c'est pas vrai. Le prix, à un moment, est tombé à 37 $ le baril. Il est monté à 148. Là, je crois qu'il est à 50 ou 60. Le prix des matières premières et de la bourse, c'est terrible. Hein. Il suffit d'une variation, par exemple, C'est de l'Est. d'une année sur l'autre. Tu parlais du cacao, du café, mais d'une année sur l'autre, les cours peuvent tomber de 50-60%. Et donc, appauvrir les Les pays paysans. qui sont déjà pauvres, ça craint. Parce que, C'est comme le blé, le riz. Ben oui. Ça Exact. monte, ça Et oui. descend. un truc C'est peut les être jours, racheté. regardez, le Je riz, sais pas qui, il y a Et pas c'est la longtemps. spéculation. J'ai C'est uniquement la rencontré spéculation. un mec, il était au Maroc, il était allé acheter, en été, il a acheté les tongs, tu vois. Il me fait, ouais, j'ai eu ça à petit prix et tout. Je dis, attends, comment ça se fait? Il me dit, ouais, j'ai discuté le prix et tout. Je dis, attends, tu es propriétaire en France, tu as tout en France, tu vas chez quelqu'un qui te dit, ils vendent ces tongs à 100 dinars, tu vas encore discuter, tu sais que lui, il veut nourrir sa famille. Il me fait, ouais, mais attends, il faut discuter. Je dis, mais attends, t'as pas honte? Ah, chez eux, tu discutes, oui. Oui, mais c'est honteux quand même, il me le dit à moi, tu vois, c'est ridicule. Quand tu vas au marché chez les Maghrébins, tu. Oui, mais ici à discutes Casino, avec tu peux eux, pas aller te laisses discuter à une la baguette. vie. La baguette, elle est à 100, 1,50 €, tu vas pas discuter à 1,50 €. Alors, Tu mais discutes qu'est-ce pas qu'ils le prix, font hein. C'est ridicule quoi. Quand ils vont sur le marché, qu'est-ce qu'ils font eux? Non, mais je dis pas le contraire. Ah. Le truc, c'est que Alors, moi, en il tant faut apprendre à qu'Africaine, marchander aussi. parce que le Maroc, c'est l'Afrique, en tant qu'Africain, Voilà. il me le dit à moi, en tant que le connaissant qu'il est propriétaire, il va encore discuter 100 dinars. C'est rien. Rien du tout.